Puis là, je suis arrivé à McGill sans jamais avoir été nommé pour rien. J'ai été partant mon premier match à McGill, comme une des recrues de l'année, des athlètes de l'année, capitaine d'équipe. J'ai battu des records, j'avais jamais vécu ça. J'ai joué recevoir toute ma vie, jusqu'en France. C'est vrai, t'as joué QB en France. Ouais, drôle de situation, ça. Je suis allé au Centaure de Grenoble. Les joueurs avaient aucune confiance en eux et en l'équipe. Là, ils me disaient, on va se faire niquer. Ils arrêtaient pas de me dire ça. Ils sont énormes, on va se faire niquer. Et c'est passé comment la finale contre le Flash, excuse? On s'est fait éclater. Après 12 minutes, je pense que c'était 28-0. Tout le monde à Québec est convaincu que je prends pour les Carabins, puis tout le monde à Montréal est convaincu que je prends pour le Rougeard. Dans les forums Facebook, là. Fait que dans les matchs Rougeard-Carabins, des fois, il y a des pointes d'écoute à 350 000 personnes. C'est énorme. Puis c'est des gens qui décident d'écouter du sport amateur avec des étudiants athlètes. Cette semaine, on reçoit Charles-Antoine Sinotte, tout simplement le commentateur du football universitaire au Québec. Vous avez déjà pu entendre sa voix sur TVA Sport, là où il a pu commenter l'Euro, les grands prix cyclistes, etc. Dans cet épisode enregistré en juillet 2024, il nous parle de sa carrière en tant que receveur à McGill. Il détient d'ailleurs le record du plus grand nombre de réceptions en carrière, de son passage en tant qu'import en France et de son quotidien à la télé. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés. À ma droite, la personne sur mon t-shirt, monsieur Nicolas Piermas, accompagné de son co-host préféré, ma propre personne, monsieur Léo Sartel. Et aujourd'hui, on a un nouvel ami invité de Marc. T'as des nouvelles amies, hein? Ouais. T'essaies de prévoir quelque chose? J'essaye de gratter. Léo, il gratte l'amitié. Commentateur sportif. Wow! Talk show host. Talk show. Ancienne légende du football à l'Université McGill. Moi, je le dis. Peut-être que lui, il va pas vouloir dire légende. Athlète. Hors pair aujourd'hui, quand même. Ski de fond, si je dis pas de bêtises. Cyclisme. Ouais. Ah, je fais mes recherches. J'ai nommé nul autre que Charles-Antoine Sinotte, affectueusement nommé au Québec CA Sinotte par beaucoup. Content de vous voir, les boys, man. Vraiment, mais le mot-clé dans ta phrase, c'est ancienne vedette. OK, Je suis rendu là, la pente descendante, là tu conjugues au passé. Merci de l'invitation, par exemple. Ouais. Merci à toi. On sait accepté. que t'as un horaire extrêmement occupé. Là, tu viens de... déjà, ce matin, t'étais talk show host pour Salut Bonjour. Ouais. Qui, on a beaucoup d'audience française, mais au Québec, c'est comme le show matinal de nouvelles actualités le plus populaire. Ok. Et juste avant ça, t'as animé l'Euro. Ouais. Malgré que nous, on te connaît comme commentateur football américain. T'as été commentateur de soccer. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là que tu viens de vivre? Ben, j'ai adoré l'Euro. Pour vrai, c'était une expérience exceptionnelle. C'est la première fois que professionnellement, je plongeais dans le monde du soccer. Puis, j'ai rapidement compris, puis probablement qu'on aura la chance de revenir en arrière sur mes débuts dans le monde de la télé, mais j'ai rapidement compris que la polyvalence était essentielle, encore plus en 2024. On s'entend que les médias traditionnels s'en vont pas dans une progression exceptionnelle, mais il y a encore de la place pour le sport à la télé. Bien sûr. Puis le sport devient tellement essentiel parce que c'est en direct, donc la pub est encore très, très intéressante pour les publicistes. Tout ça pour dire que le sport à la télé fonctionne bien, mais l'industrie est un peu en déclin. Donc, j'ai vu clairement que fallait pas être dépendant d'un seul sujet. Tu sais, moi, mon sport, c'était le foot. Puis depuis plusieurs années, justement, j'essaie de mettre de l'avant mon intérêt. Mon expertise, c'était le foot, mais j'avais de l'intérêt dans à peu près toutes les disciplines. Je suis un gars qui consomme beaucoup de sport, mais je me suis dit que je pouvais peut-être transformer cet intérêt-là en opportunité professionnelle. Tout ça pour dire que cette année, l'Euro, c'était une expérience incroyable parce que je trouve que dans n'importe quelle grande compétition internationale en ce moment, c'est les JO. Il y a le sport, mais il y a aussi le volet social, il y a la géopolitique. Donc, l'Euro, pour moi, c'était une plateforme pour, nourrir les die-hard, les passionnés de soccer, de foot, mais aussi monsieur, madame, tout le monde qui viennent s'intéresser à une compétition internationale. Puis là, après ça, de parler de ce que ça représente un match Serbie-Croatie, considérant que c'était deux nations qui faisaient partie de l'ex-Yougoslavie. On est ailleurs que le sport. Fait que ces expériences-là, moi, je les trouve incroyables parce que tu racontes une histoire qui est pas mal plus importante que juste le 2-1, le match nul, la présence encore de finale. Je pense que l'histoire se raconte vraiment, vraiment bien. Fait que j'ai adoré. Je suis loin d'être un expert de soccer, mais mon rôle, c'était de mettre en valeur les experts soccer qui étaient avec moi. Puis j'ai un peu d'expérience là-dedans parce qu'habituellement, je suis dans le rôle inverse. Ouais. Au foot, je suis analyste,
Puis je travaille avec une légende, le commentateur du foot universitaire, Denis Casama, c'est une des meilleures de l'histoire. Fait que je sais, ou en tout cas, j'ai observé ce que c'était à être un bon descripteur qui faisait des passes sur la palette à son analyste. À ses Et analystes. là, j'avais l'opportunité de faire l'inverse, et que j'ai vraiment, vraiment adoré. Vraiment cool. En plus, on s'entend qu'au Québec, on a une audience qui est pas... bon, je comparais à la France. C'est pas l'audience la plus mordue de soccer, même si ça commence de plus en plus. Ouais. Donc, je pense que ton rôle est d'autant plus essentiel à ce niveau-là de essayer de le... Vulgariser. Exactement, pour Ouais. monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes... c'est avec TVA Sport, right? Pour le soccer. Est-ce que vous êtes amené sur place dans une compétition comme ça ou vous faites ça à distance? La plupart des grandes compétitions, c'est à distance. Ok. On est en studio. Mais il y a souvent un envoyé sur place, un journaliste qui va être là pour aller récolter les commentaires d'après-match, parler avec les fans. Donc, tu sais, par exemple, au football universitaire, on est sur place. Bien sûr. Tout est en fonction de est-ce qu'il existe, le terme un peu technique, c'est un feed. Est-ce qu'il existe un feed, une production télé disponible? Si c'est le cas, si par exemple c'est un match de hockey à Nashville entre les Predators et les Rangers, c'est pas vraiment utile d'envoyer complètement ton équipe là-bas parce que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Un camion de production, c'est comme un Winnebago, mais qui doit valoir $1 million avec de la fibre optique, avec 100 moniteurs, avec toute la technologie. Ouais, le bago, Donc- c'est un VR, hein, ça se peut-tu? Juste pour les Ouais, Français. un VR, Ouais, un VR, un C'est quoi, véhicule VR? récréatif pour un Exactement. camping. Pour aller Ok, un camping-car. Ok. Ouais, exact, le camping-car, c'est ça, camping-car, exact. ouais, ok, ok. Les camions de production, c'est littéralement ça, tu sais. Mais tout ça pour dire que, donc, tu sais, oui, dans le meilleur des mondes, tu serais toujours sur place, Mhm. mais c'est toujours une question de budget. Tu sais, oui, les Américains, NBC, qui Ouais. dépensent des milliards de dollars vont être sur place, mais dans la plupart des cas, on est en studio. Mais par exemple, au football universitaire, parce qu'il n'y a personne d'autre C'est qui vous le produit feed. le match chez nous. Donc là, on est sur place, on est vraiment dans la galerie de presse. Fait que c'est un peu un mélange des deux. Est-ce que t'as une préférence? Bah, c'est clair que d'être, tu sais, par exemple, un match de foot, ben, c'est clair que sur place, c'est exceptionnel parce que tu sens le match, tu vois des choses. Par exemple, dans mon rôle d'analyste au foot, je vois des choses que les gens peuvent pas voir à la télé. C'est normal, tu sais, il y a un angle. Moi, je regarde ce que le safety fait, je regarde la communication avec le banc, je regarde le mouvement de la ligne à l'attaque. Et ça sert bien mon rôle d'analyste parce que je vois des choses que les gens voient pas. Mais quand tu fais un match en studio, je vois la même chose que vous voyez à la télé. C'est littéralement, tu es assis devant une grosse télé, mais tu vois les mêmes images au même moment que les gens à la maison. Donc, c'est un autre défi parce que faut que je te parle de quelque chose que tu vois de la même manière que moi, mais tu sais que je t'amène ça avec un regard peut-être différent. Je comprends. Charles, avant qu'on commence avec le commencement, comme on aime dire dans ce podcast, j'ai une dernière petite question pour toi. Les vrais comprendront pourquoi je la pose. Est-ce que dans l'équipe d'analystes et de commentateurs là, pour TVA Sport à l'Euro, est-ce qu'il y avait des Français d'origine? Ouais, il y en avait deux. Il y en avait deux, puis en fait, je la connaissais pas de réputation ni personnellement, OK. mais j'étais avec une légende du soccer, mais du soccer féminin, Marinette Pichon. OK. J'ai appris que c'était vraiment... Parce qu'en fait, il y avait Assoun Camara, l'ancien joueur de l'Impact de Montréal, qui a joué à l'OM. Puis il me disait, moi, Marinette, en grandissant, c'était l'équivalent de Zidane chez les femmes. Wow. Puis maintenant, elle est directrice sportive du nouveau club de soccer féminin. Il y a une nouvelle ligue de soccer féminin au Québec. C'est elle qui va être directrice sportive. Au Québec? Au Canada, en fait. Mais la formation de Montréal, elle va être directrice sportive. Donc, il y avait deux Français. Pour vrai, écouter les matchs de la France. Puis la France a eu un parcours un peu rocailleux. Ah, pas de but. Ouais. Fait que là, moi, j'étais assis à côté d'eux. Puis j'écoutais. C'était parfait. Incroyable. Je pose la question parce que bon, j'ai eu la chance de commenter il y a un mois maintenant la finale française de football américain. Division 1. Puis il y a eu des commentaires comme quoi, pourquoi c'est un Québécois qui la commente et tout. Puis ma réponse c'était comme, il y a des Français qui commentent la télé au Québec, genre. Ben en plus, t'as raison, l'analyste pendant les matchs, c'est Vincent Détouche, français. Donc, l'analyse des matchs, l'analyse en studio, c'est des Français. Il y a toujours eu du crossplay. C'est du partage. Puis c'est ça, c'était bon. Tu peux pas juste dire les cousins quand ça t'intéresse. Les cousins français. C'est ça. Mais c'était une minorité de personnes qui se plaignaient, puis j'ai eu beaucoup de soutien, mais ça m'a juste fait rire. Au moins, t'as pas laissé les gens indifférents. I guess, ouais, comme mon accent. Le plus gros, moi, je l'ai appris dans mon métier. C'était mieux faire réagir négativement les gens que de pas les faire réagir du tout. Au moins, ils t'es interpellent, t'es fait réfléchir, puis ils vont se souvenir de toi. Si t'es laisse neutre, t'auras jamais de commentaires négatifs, mais t'auras jamais de commentaires de points, puis t'auras peut-être pas de deuxième appel. C'est un apprentissage de ce milieu-là. Je le note. Très bon à savoir, ça. Ouais. Yes. Charles, on va commencer comme on commence tous nos podcasts. C'est juste qu'on voulait vraiment passer par l'Euro. On trouvait ça très cool.
Comment tu découvres le football américain qui est la passion qui nous lie les trois aujourd'hui? Je me souviens, tu sais, puis c'est vague, mais je me souviens d'avoir vu un receveur des Steelers de Pittsburgh faire un énorme catch. Je le connaissais pas du tout. Chez nous, tu sais, genre de truc que tu passes pour aller jouer, là, je vais avoir 9 ans. Ouais. Tu sais, tu passes devant la télé pour aller jouer dans ta chambre, puis là, t'arrêtes, puis tu sais pas pourquoi, mais là, tu viens de voir quelque chose qui t'interpelle. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai fait du sport toute ma vie, je viens de Trois-Rivières. Puis à Trois-Rivières, c'est moins le cas un peu, mais tu sais, à l'époque, outre à Montréal, tu pouvais pas jouer au foot avant d'être en secondaire 1. Okay. C'était purement scolaire, il n'y avait pas de football civil. Donc, secondaire 1, t'as quoi, 11 ans, 12 ans? 12 ans, ouais. Donc, plus jeune, avant de jouer au foot, j'ai joué au soccer, j'ai joué au basket, j'ai joué au hockey, j'ai joué au golf, je faisais n'importe quoi. Puis là, ce jour-là, c'est vraiment ça, je fais il me semble que... Puis, littéralement, je me souviens, c'était pas juste du foot, je me souviens que c'était un receveur qui faisait un gros catch. Okay. Puis là, j'ai fait, il y a quelque chose là. J'étais première secondaire, je suis allé à une école qui avait du foot. Mon père aussi est un gros passionné de football américain. Tu sais, il est fan des Bills de Buffalo, là, les années qu'ils ont perdu les quatre Super Bowl. Là. Ouais. Fait que cette année, dans les playoffs, quand le batteur des Bills a manqué son placement, là, wide right, ben ça, mon père, il revivait c'est les traumas littéralement des 4 années. Puis un des 4 années, là, c'était un placement manqué comme ça. Fait, c'était dans mon environnement. Puis secondaire 1, je me souviens de ma première pratique, je suis revenu à la maison, puis là, j'ai fait OK, c'est vraiment intense, mais j'ai hâte à demain. Là. Il s'était passé quelque chose, je trouvais ça vraiment brutal. Mais fait que ça a commencé comme ça en secondaire 1, puis après ça, j'ai arrêté tous les autres sports. Okay. J'ai compris qu'il se passait quelque chose, puis j'ai fait sport-études après, puis je savais que c'était vraiment ma discipline. T'es vraiment arrivé là-bas au secondaire en disant moi je vais jouer receveur parce que t'avais vu ça à la télé ou mais je pense que oui, tu sais quoi, parce que j'ai joué, tu sais, bon, aussi j'étais minuscule, là, fait que probablement que j'avais pas des tonnes d'options. Mais ouais, je voulais vraiment être receveur. D'ailleurs, ma longue histoire courte, là, je suis plus jeune que mon année académique. Okay. Fait que j'ai 1 an de plus jeune que les gens qui étaient au même niveau que moi. Ça a été comme ça toute ma vie à l'école. Okay. En secondaire 2, ma 2e année de football, je pouvais jouer avec les secondaires 1. Puis là, ils m'ont dit, parfait, on va te mettre corps arrière parce que, tu sais, c'était un des seuls qui avait déjà joué, je comprenais le foot, puis tout ça. Plus de maturité physique à cet âge-là. Ouais, puis juste que j'étais capable de gérer un caucus, là, vraiment. Okay. Mais là, on s'entend, là, on a 13 ans. Là. Puis à l'époque, il y avait à peu près 1 passe par game. Mais je détestais ça, jouer corps arrière. Puis là, j'allais voir mes coachs. Moi, je suis receveur, là. Mais tu sais, ça fait genre 6 mois que je joue au foot. Non, moi, je suis receveur. Ouais, mais carrière, tout le monde voudrait jouer carrière, là. C'est un privilège. Je dis, ouais, mais moi, j'aime pas ça. Je trouve ça plate. J'avais fait la saison carrière, mais l'année d'après, je suis revenu receveur. Puis j'ai joué receveur toute ma vie, jusqu'en France. Mais je vous le raconterai plus tard, ça. Le moment où, en tout cas, je vous le raconterai tantôt. C'est vrai, t'as joué QB en France. Ouais, c'est drôle de situation, ça. Mais ouais, fait que je voulais. Puis je trouvais les entraînements. J'aimais m'entraîner. J'aimais pogner un ballon, là, littéralement. Et puis, c'est ça qui m'a permis d'avoir une belle carrière parce que j'étais pas le plus grand, pas le plus gros, j'étais vraiment pas rapide aux 40 verges. Tu sais, j'avais rien sur papier. Des mini-mains en plus. Pour vrai, là, 8 filles sur 10 ont des plus grandes mains que moi. J'ai des petites saucisses hot dog, là, c'est laid. Là. Mes mains sont vraiment... Mais ce qui m'a permis d'avoir du succès, c'est que j'ai probablement pas échappé un ballon de ma vie au foot. Wow. Parce que l'été, comme à chaque jour, je vais capter, pas de farce, là, c'est même pas pour flasher, je devais capter 1000 ballons par jour. Okay. Je passais 2 heures toute seule avec. Mais les carrières, c'était toujours mes meilleurs amis, puis j'avais besoin de quelqu'un pour me lancer le ballon. Smart. Puis fait que j'aimais ça. Attraper un ballon, je sais pas pourquoi, j'avais comme une révélation, là, tu sais. Est-ce que dès le début, parce qu'après on sait, comme tu as dit, t'es devenu, à travers ce travail acharné, t'es devenu très fort, on le scoop un peu tantôt, je pense que là, dernièrement le record a été battu, mais t'as pété des records de réception. Je pense qu'il m'en reste un. Il m'en reste juste un encore. Mais tu sais, quand je te parlais de la pente descendante, c'est quand tu commences à perdre tes records, c'est parce que tu vieillis. Mais il me reste juste le plus grand nombre de passes captées en carrière. OK. Dans l'histoire. C'est encore toi qui as le plus de réceptions. Ouais. OK, puis
Puis c'est Kevin Mittal, je pense, qui t'a battu en termes de toucher dans une saison, ça se peut-tu? Je me souviens pas le reste. Non, les touchés, j'avais pas. Moi, à McGill, on n'a pas eu beaucoup de touchés. Ok, donc là, t'avais le plus grand nombre de verges ou yards pour les Français, parce que verges, je pense que tu le sais, ça veut dire... ça, je pourrais vous raconter quand j'ai découvert ça à Nice. Ok. Sur un 4e et 1 en fin de match à Nice, j'ai découvert. Que verge veut dire pénis en France. Ouais. Donc, mais en finissant ta carrière universitaire à McGill, t'avais le plus grand nombre de verges par la passe. En tant que receveur à l'université, le plus grand nombre de touchés que tu as encore aujourd'hui. Ouais, ben je me souviens pas trop les touchés et tout. Réception. Ouais, les réceptions. Réception en un match, en une saison et en carrière. Là, il me reste juste en carrière. Okay. Ouais, je cherchais plutôt et je sais pas qui. J'arrive pas à trouver qui a battu ce record. En carrière, il est pas battu, mais, en saison et en match. Dans un match, c'est drôle parce que c'est un joueur que je coachais. J'ai coaché à McGill 3 ans après avoir joué. Puis c'est un joueur que je coachais qui a battu le record. Bon, le record devant moi. Puis j'étais tellement content parce que c'est une belle histoire. Le gars a joué pro. Shaq Johnson, c'était un athlète incroyable. Il a battu mon record dans un match. J'étais 18 passes captées dans un match. Il jouait pour quelle uni? Non, il jouait à McGill. C'est moi qui le coachais. C'est moi qui le coachais à McGill. 18 dans un match, dans une saison, c'était 72. Puis ça a été battu, je pense, il y a comme 4, 5, 6 ans par un joueur de Windsor, un truc comme ça. Okay. Ouais. Je vois. Oui, ce que je disais, au niveau, une fois que tu arrives au secondaire, est-ce que tu es déjà bon au foot? Est-ce que dès le début, là, quand tu commences à jouer receveur, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas très bon. C'est ça qui était bizarre quand je suis arrivé à McGill. Mais je saute une étape, mais je suis arrivé à McGill, j'avais jamais été sur une équipe d'étoiles, j'avais jamais battu un record, j'avais jamais été capitaine d'équipe, j'avais jamais rien eu. Puis c'était pas, tu sais, j'étais partant. Mettons, c'était début des années 2000 que je jouais secondaire, après ça collégial. C'est sûr que le foot était moins aérien qu'aujourd'hui. C'était encore plus vieille mentalité. Au cégep, on jouait du wishbone. Comme t'as joué à les Black Panthers. C'était du T-bone. Mais non, c'est du wing. C'est du wing T. Nous, c'était comme du T-bone, mais en tout cas, peu importe. Ça pour dire que j'avais jamais laissé ma marque. J'étais plus jeune aussi que tout le monde, comme je disais. Tu sais, à cet âge-là, la maturité, il y a quand même un gros impact pour un an. Un an au secondaire, c'est comme 5 ans maintenant. J'étais toujours le plus petit, puis là, je suis arrivé à McGill sans jamais avoir été nommé pour rien. J'ai été partant mon premier match à McGill. Wow. Puis là, j'ai été sur comme une des recrues de l'année. Après ça, j'ai été athlète de l'année, capitaine d'équipe. J'ai battu des records. J'avais jamais vécu ça. Ouais. Mais j'avais toujours gagné sans tirer mon épingle du jeu. Là, je suis arrivé à McGill, puis on gagnait pas du tout. Mais j'avais des bonnes performances individuelles. C'était bizarre comme constatation. C'est le fun parce que tu veux pas, c'est le fun. À un moment donné, quand tu contribues, surtout quand tu es receveur, tu veux le ballon. Là, j'avais le ballon. Il y a des matchs, ça arrivait quand même souvent que j'ai capté 15, 16, 18 passes dans un match. Là. C'était fou. Là. Il me lançait le ballon tout le temps. Fait que j'aimais ça, mais en même temps, on gagnait pas. Ouais. Fait que c'est quand même un drôle de paradoxe dans ce sens-là quand tu es content de toi, mais tu t'es fait éclater, niquer. Ça arrivait quand même souvent, ça. Comment tu gérais ça? Justement, t'as dit, t'as jamais eu de succès individuel au foot à ce niveau-là avant ça. T'étais partant, tu jouais pour des équipes gagnantes, mais t'étais pas la star. Comment tu gères ça d'arriver à l'université, puis soudainement, ça arrive, puis là, t'as des awards, t'as l'attention. Est-ce que c'était difficile pour toi? Non, parce que je suis vraiment, puis c'est encore le cas dans mon métier aujourd'hui, tu sais, je suis tellement sévère avec moi-même, puis je suis comme jamais complètement satisfait, tu sais. J'ai confiance en moi. Puis j'avais confiance en moi à McGill. Tu sais, je le voyais que j'étais capable de... Mais j'ai jamais l'impression d'arriver parce que je m'en vais nulle part dans ma tête. Puis la façon que c'est dit, c'est péjoratif, mais j'ai pas de plan de carrière. OK. J'avais pas de plan de... Je voulais juste être meilleur que la veille. Fait qu'à tous les jours, j'étais comme ça me motivait à être peu importe ce que je faisais, puis en plus on perdait, fait que je pouvais bien être fier de moi si je voulais, on perdait, puis là j'étais capitaine d'équipe, fait que moi mon objectif c'était d'améliorer le programme, fait que là je faisais des initiatives, j'essayais de faire du fundraising, trouver de l'argent, fait que tu sais on dirait que ça m'a jamais passé par la tête de dire comme I made it, là, j'étais juste... Mais par contre, j'ai vu l'importance pour un jeune, surtout à cet âge-là, que quelqu'un te fasse vraiment confiance. Ouais. Parce que, comme encore une fois, au cégep, j'étais là, j'étais partant, c'est pas que j'étais mauvais,
mais j'étais jamais comme prioritaire pour les entraîneurs. Puis là, à McGill, c'est la première université qui m'avait approché dans le processus de recrutement. Je m'étais fait recruter à peu près partout au Québec, mais c'est McGill les premiers qui m'avaient parlé. Avant tout le monde, j'avais joué à John Abbott. Il était là parce que, évidemment, le bassin anglophone. Il était venu me voir. Puis là, c'était comme, on dirait, la première fois que quelqu'un me désirait. Ouais. Puis ça m'avait gardé un feeling, vraiment un bon feeling. Puis c'est probablement ça qui a aussi influencé ma décision d'aller à McGill. Mais tout ça pour dire que ça a comme lancé une relation de confiance. Puis mon head coach, c'était un génie offensif. Okay. C'était un gars qui était vraiment, vraiment un pionnier, qui avait coaché CFL puis qui est retourné CFL après. Chuck McMahon, il est décédé récemment, mais c'était un gars qui était vraiment, vraiment en avant de la parade d'un point de vue stratégique en attaque. Puis je pense qu'il a vu que j'étais capable de prendre son playbook rapidement. Mm-hmm. Puis il m'en a donné. Fait que le fait d'avoir quelqu'un qui m'a fait confiance rapidement, j'ai fait OK, là, je peux me laisser aller. Je suis pas obligé d'être toujours un peu sur la défensive ou d'être toujours hésitant. Je savais que c'était comme je faisais partie des. C'était ton attaque un peu, on peut dire. Je vois. T'as joué au secondaire à Trois-Rivières, au cégep au Diablesse de Trois-Rivières aussi. Donc, toujours quand on dit à Trois-Rivières, là, c'est l'heure de l'université. Tu pars pour la grande ville, entre guillemets, pour Montréal, et on te donne des responsabilités très vite, que ce soit gérer une équipe, mais en tant que capitaine d'une équipe. C'est lui le head coach, en fait. C'est ça, capitaine d'une équipe qui gagne pas forcément. Est-ce qu'il y a une pression d'arriver, de quitter le foyer familial, de se retrouver à vivre tout seul, du coup, pour la première fois, et d'avoir autant de responsabilités d'un coup? Ben, je sais pas si c'est... Tu sais, McGill, c'était dans une période assez particulière avec les scandales de l'initiation, puis je pourrais vous raconter ma version éventuellement, si vous voulez. Oui, si vous voulez. Tu sais, c'était une université qui était vraiment sous les projecteurs, mais pour les mauvaises raisons. Donc, il n'y avait pas nécessairement d'attente. Le vestiaire était un peu décousu parce qu'il y a plein de vétérans qui avaient été dégoûtés par la situation. Moi, je restais dans Hochelaga Maisonneuve, toute seule, tu sais, comme pas au centre-ville. Je parlais pas anglais. Puis on dirait que ça m'a aidé, ça, d'être un peu dans mes trucs, dans mes affaires. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement d'attente. J'étais juste là, je connaissais mon playbook. Tu sais, je me souviens que j'étais parti de Trois-Rivières au mois de juillet comme recrue. Tu sais, le camp commence mi-août, peu importe le début août. Puis j'étais parti de Trois-Rivières, puis j'étais allé voir le coach, puis j'avais dit, est-ce que je peux avoir le playbook? Puis là, il m'avait dit, il n'est pas imprimé encore mon playbook. Ah, j'ai dit, OK, mais je me disais que j'allais prendre l'avance. Ben, il dit, t'es parti de Trois-Rivières, fait que je vais aller te l'imprimer. Fait que comme la première version du playbook qu'il avait imprimé, c'était pour moi qui était recrue. Okay. Fait que tu sais, c'était comme un peu ça tu sais, je faisais mes trucs, je retournais à la maison dans Hochelaga, je prenais le métro tout seul. On dirait que j'étais comme dans une bulle. Tu sais, j'avais rien d'autre à penser. Fait que je comprends ce que tu veux dire, puis moi c'est comme si ça avait fait l'effet inverse, le fait d'être tout seul avec, tu sais, je connaissais personne, j'étais en appart tout seul, francophone. J'avais que ça à faire, comme apprendre mon playbook puis éviter de refaire la même erreur le lendemain. Puis quand t'es recrue, c'est ce qu'on te demande. Tu sais. Tu peux faire des erreurs comme recrue. Il faut juste pas que tu répètes. Ouais. Si tu veux... Fait je pense que ça m'a aidé justement d'être isolé puis d'avoir une chose à faire, c'était de faire la transition. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça faisait longtemps que j'étais un maniaque de foot. Là, tu sais. Plus longtemps que je me souviens, moi, les dimanches, là, ma mère, elle m'avait installé un décodeur dans ma chambre. Puis j'écoutais la NFL de 9h le matin à 11h le soir, toute seule. Genre, avec des amis des fois, mais comme j'avais pas besoin j'étais fou, là. J'étais complètement fou. Puis c'est drôle, aujourd'hui, je travaille dans les médias. Ça m'a servi, mais si je faisais pas ça pour travailler dans les médias, j'ai jamais voulu travailler dans les médias. Ça a jamais été un rêve. Mais je me souviens très bien, là, j'écoutais, imagine, là, tu sais, j'avais genre 13 ans, mais il y en a plein des jeunes qui font ça, là, mais j'étais à Trois-Rivières, là, puis j'écoutais comme le countdown. Après ça, j'écoutais la game d'1 heure, la game de 4 heures, la game de 8 heures. J'écoutais avec Chris Berman, c'était, je me souviens plus le nom, là, mais le résumé, puis j'allais me coucher. Fait que j'avais tellement incorporé du foot dans ma tête que quand je suis arrivé à McGill, puis qu'il y a un gars qui était vraiment, vraiment à un autre niveau en termes de X and O's, c'est comme je me disais, wow, OK, finalement, je vais pouvoir aller au plus, tu sais, je vais aller me rendre au plus loin de mon appréciation du foot. Je comprenais qu'il y avait plein d'autres niveaux de connaissances que je pouvais atteindre, fait que ça m'a stimulé de me rendre compte que il y avait pas juste du T-bone puis du wishbone dans le football, là, tu sais.
On l'a un peu sauté cette étape-là, mais est-ce que tu veux nous parler un peu de ta carrière collégiale, là, au cégep local, les Diablos de Trois-Rivières? Ben, comme je disais tantôt, en fait, moi, j'étais là pendant 3 ans. On a gagné le bol d'or les 3 années. À Trois-Rivières, c'était un gros noyau de football. Ça a été comme 4 peats. Je suis parti à l'université, puis mes chums qui ont resté, ils ont gagné 4 bols d'or de suite. Wow! C'est la Division 2 aussi, à l'époque? Division 2. OK, parfait. Puis, après, tous les joueurs de Trois-Rivières restaient à Trois-Rivières. Mm-hmm. Mais après ça, les coachs collégiaux qui devenaient de plus en plus à temps plein. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de coach temps plein. Mais là, il y en avait de plus en plus. Puis là, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait à Trois-Rivières. Fait que là, ils se sont mis à recruter parce qu'il y avait le temps de recruter aux 4 coins de la province. Puis là, les joueurs de Trois-Rivières, tranquillement pas vite, se sont mis à se faire recruter, à décider d'aller à Lennox. Et après ça, il y a eu ACNDF. Il y en a un qui, je me souviens, un des bons joueurs était allé au Vieux. Fait que ça a comme... C'est une très, très bonne région de foot, mais qui peut pas se priver de ses 6 meilleurs joueurs du secondaire année après année. Ça, c'est pas la plus grande région du tout, là. Exact. Fait que c'est assez grand pour nourrir un super bon programme des deux. Mais depuis, il y a eu une baisse, puis là, ça s'est comme stabilisé. Mais c'était vraiment un powerhouse. Le Trois-Rivières, c'est un powerhouse de foot. Puis même avant que je sois là, le programme a été en D1. Okay. À l'époque où il y avait juste du D1, mais c'était quand même Jean-Michel Paquette qui a à peu près tous les records de porteurs de ballon. Il a joué pour les Stingers, mais il venait de là. Carl Gourg, qui a été Lineman of the Year, je pense 2 fois avec le Rouge et Or, qui a joué pour les BC Lions. Il jouait fullback. Mathieu Bertrand, qui coach avec le Rouge et Or, était quart arrière. C'était ça le backfield dans ces années-là. Fait il y a eu des grosses années à Trois-Rivières, mais depuis, c'est peut-être un peu plus... c'est une équipe de milieu de classement qui perd malheureusement à chaque année beaucoup de joueurs de grands talents pour des cégep D1. Je vois. Ensuite, tu t'es dirigé vers l'Université McGill, comme tu nous as dit. Par contre, l'année de ton recrutement, donc l'année avant que tu viennes à l'équipe, il y a eu un scandale, un fameux scandale d'initiation à l'Université McGill que, bon, on a entendu plusieurs personnes l'aborder dans ce podcast, mais je pense que tu serais l'homme pour nous l'expliquer. Et je pense qu'on devrait faire ça sur Patreon, Léo. Et ben pour ça, on va partir sur Patreon. Mesdames, messieurs, si vous nous écoutez habituellement, vous savez qu'on a une partie Patreon qui offre minimum 15 minutes, mais parfois jusqu'à 40 minutes avec notre invité à partir de 4 € par mois ou 6$ canadiens. Exactement, c'est une plateforme. Vous pouvez nous soutenir, ça nous permet de faire des choses comme ça, de voyager entre la France, le Canada, etc. Donc, si vous voulez avoir plus de contenu, les épisodes en avance et plein d'autres avantages, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Puis on va être parti pour le scandale de McGill. Ben, je peux expliquer ce qui a été appelé Dr. Broom, qui a fait imploser le programme. C'était quand même une chose commune de faire peur aux recrues le jour de l'initiation, la soirée de l'initiation. Puis à McGill, ce qu'on laissait miroiter, c'est que la soirée allait se finir avec... Il a eu peur. En se débattant, il a cassé une vitre. Il s'est sauvé. Littéralement, là, il est disparu. Sa mère était vice-présidente de CBS aux États-Unis. Ils ont fait un communiqué disant... et ils ont annulé la saison de foot. Entre ma première année à Bishop et mon année aujourd'hui, j'ai vu le gros shift entre moi, c'était un rookie party avec un parcours du combattant. Là, aujourd'hui, c'est des recommandations, comme tu dis, genre, ça serait le fun que tu portes les pads du vétéran puisque t'es un rookie. Et moi, j'étais blacklisté, ils m'ont fait attendre 4 heures dans le vestiaire. Et pendant cette soirée, tu devais faire aussi un spectacle. Et il y a un gars, il a dit, j'ai regardé une vidéo YouTube, vous inquiétez pas, et il a craché du feu. Genre vraiment le... Comme ça. Avec de l'essence dans la bouche. Après ça, on a dit bon, plus besoin des spectacles et tout ça. Mesdames, messieurs, on a enregistré une excellente partie Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui est les soirées de rookies. En fait, les initiations qui sont défuntes aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui les soirées, les rookie parties dans beaucoup d'équipes de football. Il fut un temps où elles existaient, ces initiations. On a eu beaucoup d'histoires. De ce temps qui est révolu aujourd'hui. C'est vraiment une partie Patreon. Okay? Cet épisode n'aurait pas pu se faire sur l'épisode grand public. C'est très intéressant. Parce que vous soyez un joueur de foot, vous allez trouver ça très drôle parce que ça vous rappelez des choses que vous avez probablement dû vivre. Et si vous n'êtes pas joueur de foot et ça vous ouvre un monde qui est les équipes sportives et tout ce qui se fait là pour essayer de créer un bonding entre les joueurs. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup ri. Exactement, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Puis Léo du montage va remercier tous nos Patreonneurs de rang supérieur. J'en profite pour remercier tous nos Patreonneurs de rang supérieur qui permettent au podcast d'évoluer, à commencer par nos fans JF Richard, Hugo Gruson, Benoît Gatsoleil, Jules Fornage, Aurel, Thib, Justine, Jocelyn Leblé et Benjamin, et bien évidemment l'équipe de choc, nos hooligans, Thomas, Mathieu Fourniol, Bertrand Barrault, Sylvain, Detach Sports, Stéphane Cocchio, Wavy Baptiste,
Bastien et Julien Renner. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous qu'on arrive à avancer et faire des trucs vraiment cool. Continuons sur ce podcast. Exact. Charles-Antoine, donc tes premières saisons à McGill, ça se passe bien. Tu es capitaine, tu bats des records, etc. Est-ce que, là ça aurait peut-être pu être une question patron, mais vas-y, je vais y aller comme ça. Est-ce qu'à cette époque, tu deviens quand même populaire? Parce que je sais que McGill, c'est une grosse université. Donc le football, c'est pas comme à Laval où t'es joueur de foot, c'est waouh! Laval, c'est gros aussi, mais c'est juste très différent. Ouais. Tu sais, McGill, c'est le Ivy League canadien. Ça, c'est une grosse université internationale, je veux dire. C'est vraiment pas le football qui attire le monde, là. C'est probablement beaucoup plus la personne Non, il y avait personne dans les estrades. Là. Voilà, bon. C'était tranquille. Ouais. Alors que Laval, 20 000 personnes. Mais non, pas tant. Pas vraiment. Non. Parce que justement, c'était pas une époque très, très grandiose, glorieuse pour le programme de foot. Fait que pour des raisons qu'on a abordées sur Patreon. Mais non, tu sais, ça n'a pas été ça. Justement, la seule chose, c'est que ça m'a permis de vraiment croire à la CFL pour la première fois de ma vie. Wow. Tu sais, j'avais jamais. C'est sûr que c'était ma passion, puis inconsciemment, tu veux aller au bout de tes rêves, mais j'avais pas nécessairement jamais été encouragé à me rendre là. C'est pas comme si j'avais été exceptionnel plus jeune, où est-ce que tu te mets à te faire dire ça, puis très vite, t'as de l'avenir, fait que là, mais je me rendais compte que même dans la défaite, je tirais mon épingle du jeu. Puis là, je me dis, je suis capable de rivaliser avec les meilleurs, tu sais, j'obtiens des prestations impressionnantes, fait que pourquoi pas? Puis là, invité au East-West, tu sais, t'as fait le East-West l'an passé. East-West, grosse semaine au East-West contre les meilleurs. Fait que c'est plutôt ça, tu sais, fait que c'était pas une reconnaissance à l'interne, c'était plutôt que pour moi. Puis dans tout ça aussi, académiquement, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Tu sais, j'ai fait un bac en éducation physique. Exact. Je voulais travailler dans le sport, mais j'étais pas convaincu que je voulais être enseignant. Tu sais, j'avais pas de plan de carrière. Fait que là, c'était comme la première fois que j'avais, OK, j'ai un objectif clair, précis. Tu sais, je veux jouer pro. D'après moi, ça pourrait fonctionner parce que, tu sais, je veux dire, j'ai des bonnes prestations, parce que, tu sais, je suis honoré dans différents moments. Fait que c'est plus ça que ça m'a donné. Ça m'a fait croire que le rêve était possible. OK. Mais ce rêve-là, c'est pas trop matérialisé, ceci étant dit. On va arriver gentiment à ça. Mais là où je m'en venais plus, c'était par rapport à la jante féminine. Est-ce que ça t'a ouvert des portes à cette heure? C'est le sujet préféré de Léo sur ce podcast. Ben, c'est sûr que, tu ça, combiné à mon accent exotique de Trois-Rivières, ben oui. Ça amenait comme un petit peu d'intérêt. De découverte. Mais ceci étant dit, oui, mais non. Dans le sens où j'ai été en couple vraiment longtemps, dont pendant 4 de mes 5 années de foot. À ma deuxième année, j'ai rencontré une Ontarienne. On était ensemble pendant 9 ans. Fait que je te dirais qu'au début, oui, mais après ça, ça a été plus une vie de couple à l'université. Par contre, je suis devenu vraiment, vraiment plus bilingue en étant en couple avec une Ontarienne. C'est fou, hein, mais c'est... Pour le petit gars de Trois-Rivières, là, j'étais là, j'avais une vraie immersion. Mais ouais, fait que je te dirais que... On la salue. J'avais peut-être pas compris l'intérêt d'être célibataire quand les choses vont bien au foot. OK. Charles, c'est un truc que je t'ai déjà entendu dire que je trouve vraiment intéressant. Il y a des gens qui ont pu dire « Ouais, mais oui, Charles, il a battu des records à l'université, mais il jouait pour la pire équipe, c'est normal. Mm-hmm. » Puis une de tes réponses, je m'en rappelle plus où, soit sur un podcast ou en air, t'avais dit « Ouais, mais moi, je jouais pas contre McGill. Ouais. Moi, je jouais contre les meilleures équipes, tu sais. » Ouais, c'est ça. Puis pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on m'avait critiqué quand j'ai fait mon choix d'aller à Bishop. Les gens me disaient « Ah, mais tu vas dans une équipe facile. » Je dis « Oui, mais il y a tout à build, là. Ça va être compliqué ce que je vais vivre là-bas. » Puis au final, shout out au programme. Je suis content d'avoir fait ce choix. Le programme m'a tellement remonté en 4 ans. Mais où je veux en venir, c'est est-ce que tu penses que c'est un avantage pour toi d'avoir du tape constamment contre Laval, contre Montréal? Tu jouais pour comme la pire équipe au Québec, puis tu dominais tout le temps contre des adversaires qui étaient meilleurs que toi. Est-ce que ça t'a aidé, tu penses, dans ta sélection East-West, puis l'intérêt que tu as eu de la CFL? C'est clair, 100%. Ben, c'est sûr que je le saurai jamais, mais je suis pas mal convaincu que j'aurais pas eu cette opportunité si tôt dans ma carrière si j'étais allé à Québec ou à Montréal, en étant surtout pas un joueur très, très connu dans les rangs collégiaux. Puis je suis pas allé à McGill pour la facilité. Je suis allé à McGill, pour l'académique. Tu sais, je suis toujours quelqu'un qui a eu des très bonnes notes. Tu sais, ma mère est enseignante à l'université, donc tu sais, ça a toujours été inculqué en moi de bien faire académiquement. Fait que ça a été ça qui
qui a poussé ma décision vers McGill en premier lieu. L'anglais, je trouvais ça vraiment important. Puis encore à ce jour, je suis tellement reconnaissant d'être devenu complètement bilingue, puis tout ça. Puis d'aller dans une université international, avec une portée internationale. J'ai des coéquipiers maintenant qui sont agents dans la NHL, qui sont agents dans la NFL. Il y en a d'autres qui sont traders en Australie, certains qui habitent en France. C'est ça aussi que ça te donne une grande université avec une réputation internationale. T'sais. Fait qu'à cet âge-là, tu penses pas à ça, mais quand tu deviens adulte, tu regardes derrière toi, tu comprends ce que ça t'offre avoir un défi académique et un défi social d'envergure. Parce que c'est dépaysé, tu parlais d'être dépaysé de partir de Trois-Rivières, mais c'est aussi de côtoyer au quotidien, au-delà du foot, de côtoyer au quotidien l'excellence. Moi, je me souviens de m'être dit, je pense que je suis quelqu'un qui a quelques capacités cognitives, là, je sais pas, je sens être la personne la plus brillante, j'ai jamais douté de mon intelligence, mais là, j'étais à McGill, je me disais, OK, là, je connais rien. Je connais absolument rien. Là. Les gens autour de moi, c'est des machines. Puis ça te tire vers le haut ou vers le bas, mais dans mon cas, moi, ça m'a ouvert les yeux sur le reste du monde. Tu sais, au Québec, on est très, très renfermé sur nous-mêmes, sur notre culture, là, de moins en moins, mais tu sais, c'est beaucoup la culture québécoise, le sport québécois. Puis là, maintenant, tu te rends compte à quel point les gens ont des opinions divergentes, ont des cultures différentes. Et moi, ça m'avait vraiment, vraiment stimulé. Et puis pour revenir à ta question, après ça, je rentrais dans l'équation le foot, puis l'opportunité de jouer rapidement. C'est clair que c'est nice d'avoir une opportunité de jouer rapidement. Bien sûr. Ceci étant dit, day one, j'ai été partant. Puis j'étais partant receveur éloigné du côté court. Fait que pour ceux qui sont familiers, c'est souvent un des rôles les plus importants. Ouais, c'est le fameux X dans beaucoup d'affaires. C'est W. Ouais, mais ouais, il y a comme deux écoles de pensée. Même c'est W, mais pour ceux qui jouent au football à 11, là, c'est le fameux X. C'est ça. Des Bryant à l'époque. Même à 12... Il y a beaucoup de coachs canadiens qui ont gardé le système XW. C'est vrai. Mais bon. Ouais. Fait que tout ça pour dire que moi, day one, j'avais le meilleur demi de coin devant moi. C'est vrai. À chaque semaine. Des meilleures équipes. En plus. Des meilleures équipes. Puis il y avait de très bons joueurs dans mon équipe. Mais c'est clair que rapidement, tu bâtis une réputation, puis le game plan adverse est bâti autour de toi, autour de ton côté. Puis il y a un coach du Vert-et-Or de Sherbrooke qui était venu me voir après le match, puis tu sais, juste te dire... Le breakdown, 82% des passes tentées sont de ton côté. Fait que tu sais, rapidement, non seulement ça te met devant le meilleur demi de coin, mais ça shift les couvertures, bien ça te donne du double team. Fait que ça m'a challengé doublement. Ça m'a challengé d'être partant, d'avoir un rôle important parce que j'avais jamais vu que ça. 2, ça m'a fait affronter les meilleurs demi de coin. Tu sais, j'étais arrivé là à McGill, moi j'avais 18 ans quand je suis arrivé à McGill. J'étais plus jeune justement. Fait que première année partant à 18 ans, il y avait des hommes de l'autre côté. Il y avait pas de règle d'âge dans ce temps-là non plus. C'est vrai. Il y avait pas de 36 ans si tu voulais. Puis il y avait des gars de 28, 29, 32 ans. Moi j'avais 18 ans. Pour vrai, j'avais même pas encore frappé ma puberté là, te dire comment j'étais jeune et maigre. Fait que ça m'a lancé dans la gueule du loup, mais ça m'a comme l'université l'a fait d'un point de vue personnel, psychologique, puis en termes de connaissances, ça m'a forcé à m'améliorer rapidement, puis ça m'a challengé, ça m'a sorti de ma zone de confort. Fait que, aller à McGill, oui, l'université, le programme de foot, c'était difficile, mais moi, j'ai eu de l'adversité, puis j'ai affronté les meilleurs, puis j'aurais tendance à espérer croire que certains de ces meilleurs-là, mais ils savaient que ce match-up-là dans l'année, c'était un de ceux qui allait leur donner un gros défi. Là, tu sais. C'est grande performance, en plus, jumelé au fait que tu étais un des seuls francophones à l'époque dans l'équipe qui performait bien, on menait un peu comme au kickstart de ta carrière de journaliste, de médias aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ben, tu sais, puis ça, sans faire de la grande philosophie, tu vois, looking back, quand je regarde mon parcours puis mes décisions, tu sais, la vie, c'est comme un enchaînement d'intersections. T'arrives à une intersection, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu continues, en autant que tu continues, faut juste pas que tu recules. Puis là, après ça, ben, de cet embranchement-là, tu vas avoir une autre intersection. Puis l'accumulation de ces intersections-là t'amène à outer plus tard dans la vie, selon moi. Et aujourd'hui, looking back, pour un petit gars qui a jamais voulu travailler dans les médias, qui était toujours passionné de sport, mais je me rends compte que d'aller à McGill, ça m'a permis de prendre confiance en moi, ça m'a permis justement d'avoir une réputation football, ça m'a permis d'aller au tryout, au combine de la CFL, d'avoir des entrevues. Ça n'a pas fonctionné, ça c'était quand même une grosse déception pour moi. Mais justement, sans ça, sans être un des seuls francophones qui fait bien puis qui était toujours celui qui était interviewé
lors des diffusions à Radio-Canada. Ça m'a permis justement que quelqu'un me remarque et dise OK, ce gars-là, il s'exprime bien. Les gens du monde du sport universitaire me connaissaient un peu. Donc, Radio-Canada, à l'époque, m'a appelé. Ils m'ont dit on cherche un ancien qui vient de terminer. Moi, je revenais de France. Entre les deux, je suis allé jouer au foot pro. Semi-pro? Semi-pro. Amateur, parfait. Moi, j'aime bien dire semi-pro parce que pour les Nord-Américains, on est payé. Mais c'est très, très peu. C'est ça. On était payé, mais peu importe. Puis je suis allé en France 1 an, mais quand je suis revenu, ça m'a permis de faire une transition dans un milieu que je connaissais pas, que j'avais jamais anticipé. Donc, c'est encore une fois l'accumulation de tous ces choix-là qui m'ont amené là. Puis mon rêve, quand je vous parlais tantôt de mon rêve de jouer dans la CFL, dans le fond, mon rêve, c'était de gagner ma vie avec ma passion. Puis aujourd'hui, c'est quand même ça que je fais, mais pas de la façon que je l'avais anticipé à l'époque. Non, c'est inspirant pour moi parce que c'est genre, tu parles du East West, tu parles du Combine, après des opportunités médias, c'est comme je suis là. Mm-hmm. Je suis allé au East West, le Combine, ça s'est pas fait. Je suis allé, puis j'ai pas été drafté. Puis là, je suis en train je m'apprête à jouer ma toute dernière saison, là, mon Super Senior Year. Puis au même moment, moi et Léo, on se fait contacter pour des opportunités de médias, puis je suis comme wow. Donc, c'est vraiment cool. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut faire la différence, à quel moment quelqu'un peut te voir, dans des moments les plus banals, des fois on essaie de tout contrôler puis finalement c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir puis que c'est là que la personne te remarque ou moi dans le fond, je pense qu'il y a une entrevue qui encore une fois quand ça revient un peu à mon parcours, une entrevue que je pense qui a été quand même déterminante dans le fait que les dirigeants Radio-Canada fassent OK, ils s'expriment bien, on s'était fait éclater par Sherbrooke, genre peu importe le pointage. Puis j'avais marqué les 2 touchés, mais on avait perdu, je pense, 48-14. Okay. Là, il y avait un pépin technique, puis le journaliste qui était sur place, qui est devenu un de mes bons amis aujourd'hui, qui est aux Olympiques en ce moment, Antoine Deshaies, il me regarde, puis là, il part l'entrevue, puis une entrevue d'après-match, surtout avec un joueur de l'équipe perdante. Habituellement, c'est une question, sinon 2, puis c'est un peu malaisant. Ouais. Mais là, je vois là, que ça va pas, là, puis là, il fait du temps. Fait que je pense qu'on avait fait une entrevue de 5 minutes parce qu'il y avait des pépins techniques. Là, moi, là, il ne faisait que me parler de ma défaite puis de à quel point c'était... Bien, j'étais vraiment fâché. Là, moi, je venais de perdre. Puis même si on perdait souvent, à chaque fois, ça me faisait autant mal. Mais dans cette entrevue-là, où est-ce que moi, dans ma tête, je me disais pas, ouais, là, peut-être que si je fais bien, ils vont m'identifier. J'étais juste genre, tu sais, mon noir Dieu me coule d'en face, j'ai chaud, je suis à bout. Mais dans cette entrevue-là, après une grosse défaite, probablement qu'ils ont dit OK, il est capable de faire une entrevue de 5 minutes en disant à peu près rien. Et puis ça m'a finalement permis d'avoir une opportunité après. Fait que tu sais, on veut toujours tout contrôler, mais des fois, c'est ce qu'on contrôle pas qui fait la différence. Tu vas au CFL Combine, comme tu nous as dit, tu te fais pas drafter. C'est une déception pour toi. Mais assez rapidement, tu décides d'aller jouer en Europe. Pourquoi? Puis, si tu veux aussi nous parler de l'opportunité au CFL Combine, je pense que tu es allé au Regional à l'époque. Non, à l'époque, il n'y avait pas de Regional. Il y avait juste un Combine, c'était 50 joueurs. Okay. Et que les 50 meilleurs ou les 50 sélectionnés, c'est les équipes de la CFL qui, dans un pool, nommaient 50 noms, soit dans NCAA ou CIS. À l'époque, ça s'appelait le CIS. Fait qu'on était 50 à Toronto. C'est que c'était l'équivalent du Combine ultime, mais il n'y avait pas d'autres étapes. Il n'y avait pas de deuxième chance. On était là pendant 3 jours. La portion football avait vraiment, vraiment bien été. Mais mes tests physiques, tu sais, mettons, mon meilleur 40 en carrière, c'était comme 4, 7, 8. Là. Tu sais, fait que puis j'étais tout petit, je pesais comme 180. Puis je m'entraînais, là, j'ai pas manqué un entraînement de ma vie. Là. J'étais là, vraiment militaire. Puis c'est une des raisons qui a fait en sorte que j'ai pas eu de regrets. J'aurais pas pu en faire plus. Là. J'étais tellement dédié, mais j'étais petit, j'étais pas vite, j'étais pas nécessairement très très grand, j'avais pas un gros rôle sur les special teams, il n'a pas été repêché, ça a été une énorme déception. Vraiment, parce que tu sais, je vous parlais de mon rêve, là, finalement j'avais trouvé un rêve, j'avais trouvé c'était quoi mon métier, puis là on me dit, puis il n'y a même pas un try-out, même pas rien, là, tu sais, j'étais vraiment vraiment atterré, mais looking back, ça m'a permis ma carrière aujourd'hui, mais surtout comme les 6 ou 7 plus beaux mois de ma vie, parce que quand je suis allé jouer en France, c'était fou. Là. J'ai tellement aimé tous les moments. Avec longue histoire courte, je suis allé au Centaure de Grenoble, puis les Centaures de Grenoble avaient obtenu leur promotion, avaient gagné la D2, donc sa promotion en première division. Comment la connexion se fait, Charles? Excuse-moi de... Avec Europlayers. Ça existe encore? Ça existe encore? Comment t'en as entendu parler? En fait, j'étais sur Europlayers, j'avais parlé avec un club à Vienne, j'avais passé proche d'avoir un contrat avec une équipe en Autriche. Okay. Puis ça n'avait pas marché. Puis finalement, les Centaures avaient contacté un de mes coéquipiers, Anthony Luca,
qui est même chose que moi, lui, il avait une année de plus, mais avait eu un tryout comme long snapper avec les Argos. Il était intéressé de l'engager. Puis les Centaures, comparativement à d'autres équipes de D1 à ce moment-là, mais encore aujourd'hui, ils voulaient prioriser des francophones. Ils trouvaient ça important parce qu'il n'y avait pas un gros staff. T'sais, moi, quand je suis arrivé là, il n'y avait pas de coach. Aucun entraîneur dans l'équipe. Oh, wow. Il y avait un gars qui il jouait DB, était un peu coordonnateur défensif. Il y avait un receveur plus âgé, un peu, qui était comme entraîneur-chef, mais pas tant. Fait que, il cherchait des profils qui allaient être joueurs-entraîneurs. OK. Donc, mon coéquipier Anthony Luca, il cherchait un genre de linebacker qui pouvait être de defensive coordinator. Il l'embauche, se met en contact avec moi. Mais là, eux, ils cherchaient un coordinateur offensif, mais qui jouerait probablement receveur parce qu'il y avait un carrière. Loïc Caruso, qui je pense qu'il a eu des opportunités avec l'équipe de France après comme carrière, tout ça. Fait que ça a été comme un... finalement, c'était correct. Il avait trouvé comme un fit pas pire, là, il m'avait dit, tu vas jouer receveur, mais on a surtout besoin de toi comme coordonnateur offensif. Fait que c'était parfait. On signe le contrat, on part les deux ensemble. Puis il y avait eu des Québécois dans le passé à Grenoble. Fait qu'il y avait aussi le fait que les joueurs puissent avoir un contact avec le foot américain. Tu sais, c'est moins pire maintenant. Tu fais beaucoup de boulot justement pour amener le football américain, la NFL en France, mais à l'époque, ça jouait en pleine nuit, puis il n'y avait pas de chaîne. Puis, fait que les passionnés de foot au sein des Centaures n'avaient pas nécessairement une grande opportunité de nourrir leur passion. Et je pense que c'est important pour eux aussi qu'on connecte bien, puis que le français soit là. Fait que clairement, il y avait... Puis il s'était fait suggérer de ne pas faire ça parce qu'il avait comme négligé la qualité des joueurs. Tu sais, il y avait quand on jouait contre Elancourt, contre le Flash, tu sais, il y a des gars qui avaient eu des tryouts NFL, il y a des gars qui étaient starters dans des gros programmes NCAA. Il a dit non, c'est sûr que vous allez vous foncer dans le mur en prenant des Canadiens, ils sont pas aussi bons. On est des Américains de diète pour eux. Ouais, c'est ça, vraiment. Puis en plus, 2 gars de McGill, c'était pas... le pire programme du Québec à l'époque. Ouais. Fait que je signe le contrat. Dans le fond, ça a été au final ma seule offre. Je signe le contrat, on part. Puis, je peux-te demander, c'était payé combien à l'époque? Ouais, il me payait en argent comptant 800 € par mois. Ah, ça va. Mais pas beaucoup, mais je veux dire que moi je connais les prix en ce moment. Ouais. C'était bien. Ouais, c'est puis tout était compris là, tu sais, il y avait un restaurant qui nous servait une assiette à tous les heures de lunch, on allait dîner dans un resto, la bouffe dans le frigidaire, on restait dans la montagne, c'était un petit Grenoble, c'est magnifique là, dans les Alpes, on restait en montagne. On avait une voiture, un cellulaire, les assurances, voiture automatique. Ouais, mais moi j'avais appris à conduire comme ça. Ouais, c'est ça. Je te l'ai dit tantôt, moi je suis à la pente descendante, là. Je connais les vieilles choses aussi. Manuel. Ouais, non, parce que là maintenant, ils offrent des automatiques pour les imports parce qu'ils ont peur qu'on scrape leur manuel. Ben pour vrai. Nous l'odomètre fonctionnait pas. Puis quand on voyageait beaucoup, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai adoré, c'était vraiment, on était sérieux au foot. On s'est rendu en finale de France, mais je vais revenir à ça parce que c'était une première dans l'histoire. Wow. Mais donc, on a joué le plus grand nombre de matchs possible dans une saison. Puis on était là pendant 7 mois, mais on a quand même juste joué 12 matchs. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de temps libre. Tu le disais tantôt, t'es pas là à l'entraînement à tous les jours, là, tu sais. Il y a des gars qui sont plombiers, il y en a qui sont étudiants, il y a des profs. Donc, on s'entraînait 2 fois par semaine. Puis on jouait une fin de semaine sur 2. Fait qu'on était toujours partis. On partait à Genève, on allait à Barcelone en voiture. Mais là, ils recevaient toujours des contraventions. Mais ils recevaient par la poste parce que c'était la voiture du club. Puis là, à chaque fois, il faudrait que vous payiez. Je dis, oui, mais l'odomètre ne fonctionne pas. Je dis, si tu fais réparer l'odomètre, le speedomètre, moi, je vais payer la contravention. Mais tant que je sais pas à quelle vitesse je roule, c'est sûr que je paye pas le ticket. Je pense qu'on a pogné... c'était une vieille Polo, là, une Volkswagen Polo. Il y en a pas ici, des Polos. Non, mais moi, je vois absolument ce que c'est. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'était ça. Fait que, tu sais, le deal était bon quand même, là, dans un sens. Moi, c'est surtout 800 € à l'époque. Ça vaut encore plus. Tu sais, c'est comme 1100 Canadiens, peut-être. Puis on n'avait aucune dépense. Fait que moi, je recevais une enveloppe remplie de billets. J'y touchais pas, puis on voyageait. Fait qu'à la fin du voyage, quand je suis revenu au Québec, j'ai breaké even. Ça m'a rien coûté, mais je pense qu'on est allé dans 12 villes. On a visité comme 6 pays. J'allais en Irlande, j'allais en Italie, j'allais aux Pays-Bas, j'allais en Espagne 2 fois, en Suisse. C'était le rêve, là. Puis, tu sais, quand tu joues au foot à l'université,
tu voyages pas, tu travailles. Pas du tout. Exact. L'été, tu travailles pour pas travailler à l'automne. Fait que moi, j'avais jamais voyagé. Là, du jour au lendemain, on me paye, on me nourrit, on me donne une voiture. On paye ton téléphone. Ouais, c'est ça. Fait que c'était le rêve. Moi, j'ai adoré ça. Mais c'était quand même drôle parce que, justement, promotion, donc équipe de D2, on arrive là. Moi, je suis habitué à perdre, mais là, on me paye. Là. C'est sûr que je m'en vais pas là pour perdre. Ouais. Premier entraînement, j'arrive. Corps arrière, Loïc Caruso, que j'ai vu récemment, super gars, bon corps arrière, il se blesse à l'épaule. Littéralement, je viens de débarquer de l'avion. Là. Je débarque de l'avion, il nous pick-up, je ramasse une carotte puis un Red Bull, je fais l'entraînement comme receveur. Le corps arrière, il se blesse l'épaule. Puis dans le processus de recrutement, il m'avait dit, est-ce que tu sais, t'es capable de lancer le ballon? Juste, je dis, ouais, puis j'avais déjà joué une saison. Je vous parlais tantôt que je jouais QB, là. Ouais, au secondaire. Ouais, exact. Mais moi, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas menti, mais j'ai embelli mon case. Tu sais, oui, j'ai joué. Fait que là, j'étais allé me filmer dans un dôme intérieur en lançant le ballon pour leur dire que je suis capable de lancer. Mais là, littéralement, le premier jour que j'étais en France, décalage horaire, il se retourne vers moi. Il dit là, il n'y a plus de corps arrière. Je dis, OK, je vais y aller. Fait que là, je deviens corps arrière. Mais c'était quand même une bonne chose parce que c'était mon playbook. Parce que j'étais coordinateur offensif. Il n'y a rien de pire qu'être receveur puis caler les jeux dans le caucus au corps arrière. Ça marche pas, mais c'était ça qu'on s'était entendu. Il n'y avait pas de coach là, sur les lignes de côté, là, littéralement. Fait que là, je deviens corps arrière. Puis les joueurs avaient aucune confiance en eux et en l'équipe. Puis ils l'acceptaient. Ils disaient, l'année passée, on a bien fait des deux. Puis là, ils me disaient, on va se faire niquer. Ils arrêtaient pas de me dire ça. J'arrive là, cette année, on va se faire niquer. Non, mais tu peux pas me dire ça. Là. Tu peux pas me dire ça, on n'a même pas comment. Non, t'inquiète. Tu vas voir, ils sont énormes, on va se faire niquer. Puis là, je l'acceptais pas. Puis on a vraiment implanté quelque chose d'assez solide. Puis finalement, le premier match là, à domicile, il y avait 50 personnes à Grenoble. C'était comme une ligue de garage pour eux. Ouais. Là, puis finalement, on a fini deuxième. On a gagné la division. On a fini deuxième, donc on a reçu la demi-finale. Le stade de rugby à Grenoble, le rugby, c'est vraiment, vraiment gros. Le stade de rugby ont dû nous prêter leur stade. Ouais. Il y avait 8 ou 9 000 partisans, mais quand tu pars de 50 000, 9 000, c'est énorme. Ben oui, c'était énorme. pas habitué. Les gars, ils comprenaient pas là, ce qui se passait. Là. On a battu Aix-en-Provence en demi-finale. On les a éclatés, là, vraiment en plus. Une grosse victoire. Puis on avait joué en finale de France à Paris contre le Flash au stade Charletti. Ouais, à Charletti. Il y avait 10 000 personnes, je crois. Ouais. Wow, man. Là, à l'époque, il y avait beaucoup plus que maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait plus d'argent aussi. Ouais. Mais fait ça a été vraiment une belle histoire de puis ça m'a, tu sais, après ça, je suis revenu pour être coach, mais je venais de comprendre à quel point tu pouvais avoir un impact sur un groupe. Ouais. Tu sais, de partir de gars qui ont l'impression qu'ils vont se faire éclater pendant 4 mois à jouer devant 10 000 personnes alors que le vendredi, ben, tu répares un lavabo chez quelqu'un parce que t'es plombier. Ouais. Tu sais, ils ont vécu, ben, nous aussi, on a vécu un rêve, là. C'était tellement incroyable, la saison. Et c'est passé comment la finale contre le Flash? On s'est fait éclater. Ça fait niquer. Ouais. Ça, c'est vrai, par contre. Après 12 minutes, je pense que c'était 28-0. Oh, C'est shit. 2013, ça. Moi, je dirais 11 ou 12. Ok. Je pense. Parce que ma dernière saison de foot à McGill, c'est 6, 7, 2013, 8, 9, c'est Black 10. Panther. 2011. Ouais, 2011. On avait perdu en fois parce que les Black Panthers, l'année que j'étais là, ils étaient vraiment pas bons. Ouais. Ben, il était pas mauvais, c'est pas vrai. Il était pas mauvais, mais je pense qu'il s'était trompé avec le carrière qu'il avait recruté. C'était Larry Legault qui était là. Tout ça. Larry, Toujours. Il est encore là? Ouais, c'est moi le coach. Ouais, c'est ça. Il est exceptionnel, là, Larry. Mais cette année-là, je pense qu'il s'était trompé avec leur carrière. Ça avait été 2 bons matchs, mais on les avait battus les 2 fois. Puis le gars avec qui je suis allé, Anthony Luca, tu parlais tantôt du Wing T. Tu sais, c'est la seule équipe en France qui joue du Wing T. Là. C'est la seule peut-être équipe au monde qui joue encore du Wing T. Là. Ouais, Maintenant, je joue plus. Là, on est Non? OK. en spread. OK. Non, mais dans ces années-là, c'était le Wing T. MT à fond. OK. Ça a changé. Mais c'est difficile à arrêter du Wing T. Ouais. Mais Anthony Luca, qui était mon coéquipier, lui a grandi dans le Wing T au Collège Notre-Dame. Oui. Ok. Ici à Montréal, qui est un powerhouse Mais depuis eux, ils longtemps. ont joué du Wing T longtemps. Exact. Eux, ils ont joué du Wing T jusqu'en comme 2015. Là. C'est ça. Ça, c'est fou. Ouais. Ouais. Fait que lui, il dit, moi, je connais tout du Wing T. Fait qu'il avait tout fait le breakdown, en tout cas. Fait qu'on avait réussi à battre Tonon 2 fois. C'était pas une grande équipe. Mais tout ça pour dire, écoute ça, à quel point c'était n'importe quoi parfois. Ouais. D'ailleurs, les premiers matchs, là, je capotais. Les gars, on faisait le warm-up, on revenait, s'allumait une clope. Qu'est-ce que tu fais là? On joue. Il a fait une cigarette. Il fait des cigarettes. Là. J'étais comme, non, mais c'est pas sérieux, votre truc. Puis on a fait tout le chemin. Là, on arrive en finale. Dans les budgets de l'équipe, là, personne avait budgété qu'on allait jouer à Paris. Là. C'était impossible. Là, tu sais. Fait que là, on part en train à Paris. On reste dans...
La veille. OK. Mais on reste dans un hôtel miteux qui est vraiment, vraiment, vraiment loin de Charletti, mais c'est pas grave, là, tu sais, whatever. Là, on se réveille le lendemain matin, le jour de la finale. Tu sais, c'est la plus grosse journée de la vie de plein de ces gars-là. Là, veux pas, t'es en finale à Paris. Là, on sort de l'hôtel, chacun dans sa chambre, on est devant, il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas d'autocar. Puis là, on se regarde, mais il n'y a pas d'entraîneur non plus. C'est pas comme s'il y a quelqu'un, tu peux te dire. Fait que là, on se regarde. Est-ce qu'on a un autobus? Ben oui. Là, on appelle le président qui était pas là. Non, pas eu besoin. Là. J'ai regardé, là, vous avez juste à prendre un autobus de ville. Puis là, ça va vous amener au métro. Puis là, le métro, vous avez à faire comme c'est 8 ou 9 stations. Vous changez de ligne. Puis là, vous allez arriver à Charletti. Mais là, il est 3 heures avant le match. On est 60 dans les rues de Paris. Il pleut. On a chacun notre poche de foot. Fait que là, il n'y avait pas de téléphone. Là, en tout cas, pas de téléphone intelligent. On trouve une bonne carte d'autobus. Puis là, il faut marcher 15 minutes. Puis là, on part. Là, 60 gars sur le bord de la Seine. Il pleut. Sur le bord de la Seine? Ouais. Je me souviens toute ma vie. Là. Je regardais autour. Puis c'était comme un mélange de frustration puis de... Profites-en, là. Ça n'a pas de sens ce qui est en train de t'arriver. Là, on arrive à l'autobus. On arrive à l'arrêt d'autobus. On attend. Mais là, quand la première autobus arrive, là, mettons, il y a 12 places dans l'autobus. On est 60. Fait que là, à coup de 12, dans le métro, tout ça pour dire qu'on est arrivé à Charletti 1 heure avant le match, détrempé. Fait que là, après, comme je disais, après un quart, c'était 28-0. Puis je pense que les gars étaient encore en train de, moi aussi, là, de se faire comme... De regarder le crowd. Ouais, c'est beau ce qu'on est en train de vivre. C'est pas grave, rendu là. Fait qu'on, je pense qu'on a perdu 48-27, quelque chose comme ça. On est revenu de l'arrière, mais on s'était creusé un bon trou. Fait que, ouais, ça a été ça. Ça a été une expérience de fou. Puis j'ai été nommé MVP de la Ligue. Let's go! Comme QB. J'avais jamais joué QB. Puis, on jouait... Moi, je restais réveillé jusqu'à 3-4 heures du matin. C'est dans les années, les grosses années d'Oregon, les grosses années de Cam Newton à Auburn, quand il était QB. Puis c'était le début du... Pas du inside zone, mais il y a plein de noms, là, mais du midline, où est-ce qu'on lisait le plaqueur défensif. Il bloquait pas le plaqueur défensif. Ou le inverted veer. Tout ce qui a fait que Cam Newton a été Heisman. Moi, j'écoutais ça la nuit chez nous devant mon ordi. En France. Puis c'est ça que je rentrais dans le playbook. Fait que là, on lisait le placard défensif. Là, quand je me souviens encore à Tonon, sous la pluie. Le defensive tackle. Le defensive tackle, je le lis, il est pas bloqué. C'était jamais arrivé de sa vie là, qu'il était pas bloqué. Lui, il croyait que c'était clair. Là, c'était le plus beau moment de sa vie. Il allait éclater le porteur de ballon. Mais là, je passais à côté. Là, j'entendais « Ta mère la pute! » J'ai jamais entendu. Il comprenait pas ce qui se passait. Fait qu'on faisait des trucs un peu funky. Fait que ça a comme un peu saisi la France. Puis à la fin de l'année, ouais. Ma seule carrière, ma seule saison de foot comme QB, j'ai été nommé MVP en France. Incroyable. Trop drôle. Puis là, après cette excellente saison, t'as décidé de retourner en France, mais en tant que coach, si j'ai bien compris. Non, mais oui, mais je suis allé, c'était 2 semaines après. C'était juste, il y avait un camp FAJA? Ouais, je sais pas. FAJA ou IFAF, International Federation? Non, c'était un camp organisé par des Québécois. Puis je suis retourné je suis revenu au Québec 2 semaines, je suis retourné passer 2 semaines. C'était à Villepinte, puis en Provence. Ouais. Mais j'ai juste coaché 2 semaines. Okay. Puis après, je suis revenu au Québec parce que j'ai commencé j'ai poursuivi mes études. Tu nous disais hors podcast que tu as joué avec Anthony Dablé? Ouais, oui. Ben c'est ça. Pour vrai, c'est vrai. C'est pas fair de dire que j'ai été MVP comme QB sans parler des receveurs que j'avais autour. Ah non, Dablé, c'était ton receveur? Ouais. Dablé était censé s'en aller avec le Rougeard. Il est venu finalement avec le Rougeard, mais 1 an ou 2, il y avait des problèmes de visa. Ouais. Fait que moi, il fait le match hors concours. Anthony Dablé, là, encore à ce jour, j'en ai vu des receveurs, là. C'est le receveur que j'ai vu en personne qui m'a le plus impressionné. Wow. Ben, puis tu sais, il y a quand même eu aussi un tryout avec les Falcons, un tryout avec les Giants. C'est pas juste parce qu'il était européen. Là. Ouais, moi, c'est chez la NFL. C'est le spécimen physique comme receveur de passe qui m'a le plus impressionné. C'était hallucinant ce qu'il faisait, ce gars-là. Puis c'était un gars incroyable aussi. Moi, j'ai adoré. J'ai tellement eu de plaisir avec lui. Je fais le match hors concours, je me dis, OK, wow, lui, il va me faire bien paraître comme QB. Finalement, il dit, ben, moi, je m'en vais avec le Rougeard. Fait qu'il quitte. Puis là, il est revenu 2 semaines plus tard, le problème de visa. Ensuite, il y avait Paul Brezaz qui avait fait, il était au pôle Amiens. Je sais pas s'il est encore là, avec le pôle de développement, qui a joué, il a été partant avec le Vert et Or au RSEQ après. On avait vraiment des bons receveurs de passe. Oui,
mon genre d'attaque un peu funky mêlait les gens, mais ça arrivait souvent que je me suis fait bien paraître par Dablé puis l'autre, fait que Dablé puis Paul. Donc ouais, fallait que je le mentionne. T'as bien fait de m'amener là parce que je méritais pas ça toute seule. Aucun souci. Donc à ce moment-là, tu décides de rentrer au Canada, comme t'as dit, tu retournes en France quelques semaines pour coacher. À l'époque, est-ce qu'ils payaient déjà vos billets d'avion comme ils font aujourd'hui? Pour aller jouer? Ouais, pour aller jouer, coacher. Ouais, tous les billets d'avion. Puis je me souviens d'avoir négocié le... First class. Non, le prix pour les sacs supplémentaires. Okay. Les bagages. Parce que là, on amenait... Je pense que ça nous avait coûté comme 400$. Fait que là, j'étais arrivé en France. Puis là, j'avais une facture. Et il dit, mais là... tu l'avais dit, là, moi, tu peux pas me payer juste une valise, je m'en viens jouer au foot, là, j'ai mon stock, j'ai tous mes trucs. Fait quoi, il payait, tout était payé. Le coaching, je pense que oui, mais c'était surtout, on avait eu, c'était vraiment bien, là, c'était une belle expérience de transmission de connaissances, mais c'était cool d'y retourner. Moi, j'avais passé 6 mois quand même, concentré, là, j'y retournais pour aussi en profiter, je te dirais. Fun fact, il y a des grandes chances que moi et Léo, on parte jouer en janvier là, dans la même équipe. Oui? Ouais. C'est vrai? Vous n'avez pas le droit de dévoiler l'équipe? Ouais, c'est en négociation encore. OK, c'est bon. Mais... je vous comprends. Donc, tu rentres au pays et tu décides de poursuivre tes études. Donc là, tu avais déjà ton bac en éducation physique. Ouais. Tu décides de poursuivre tes études en quoi? J'ai un de mes derniers cours au bac en éducation physique, c'était psychologie sportive. J'avais toujours été vraiment, vraiment passionné par la préparation mentale. Fait que j'ai été accepté à maîtrise en psychologie sportive. Nice. Fait que j'ai fait à McGill encore. Puis, tu sais, à ce moment-là encore, j'avais vraiment la ferme intention de travailler dans la science du sport. Ça n'avait pas fonctionné avec la CFL. McGill m'avait offert de coacher. Fait que quand je suis revenu de la France, je suis devenu coach et receveur à McGill. La première année, j'étais comme adjoint. Puis ensuite, les 2 autres années, j'étais coach et receveur. Puis fait que c'était parfait. J'avais ma maîtrise en psychologie sportive. Puis mon sujet de mémoire, on a fait une thèse en anglais, ils disent thesis, là, mais un mémoire de recherche qui a été publié dans un magazine scientifique. C'était sur le rôle des assistants entraîneurs dans le sport. Parce que toute la littérature scientifique dans le monde du coaching, il y en a plein. Il y a beaucoup, beaucoup de théories du coaching. C'est une science, le coaching. Là, fait que ça a été prouvé, ça a été démontré, mais à peu près tout avait été fait seulement sur les entraîneurs-chefs. Ouais. Mais moi, venant du monde du football universitaire, où est-ce qu'il y avait de plus en plus d'assistants-entraîneurs payés au football universitaire, on a interviewé les adjoints pour savoir c'était quoi le rôle d'un bon assistant-entraîneur versus l'entraîneur-chef. Fait que ça a été super intéressant pendant 3 ans d'aller rencontrer les meilleurs coachs au Canada dans le sport universitaire, puis de comprendre pourquoi il est engagé, pourquoi il faisait partie des meilleurs, puis tout ça. Fait qu'on a publié ça. Puis au même moment, j'étais assistant-entraîneur au foot universitaire. Puis ma job étudiante, c'était de décrire les matchs de foot le week-end. Fait que le setup était bien. J'aurais vraiment aimé ça retourner jouer en France, mais là, on dirait que les choses étaient bien setées au Québec. Ouais. En bref, peux-tu nous résumer? C'est quoi le rôle ce que t'as... Les findings de ta recherche, c'est quoi c'était dans les 2 directions, c'est-à-dire que c'était de comprendre qu'est-ce que l'entraîneur-chef recherchait, qu'est-ce qui était fondamental, puis qu'est-ce que l'adjoint amenait. Tu sais, une des grandes idées qui était mise sur papier et qui est connue, là, les gens vont déjà avoir entendu ça, mais c'était comme le bon cop, bad cop. Okay. L'entraîneur-chef étant le bad cop, mais t'as quelqu'un qui contrebalance, qui a peut-être une proximité plus intéressante. Ouais. Mais le gros noyau des résultats, c'était l'importance dans le développement d'une vision d'équipe. Là, il faut se ramener encore une fois, ça fait presque 15 ans, c'était peut-être moins connu, l'importance d'une culture organisationnelle puis une vision d'équipe, non seulement qu'elle soit implantée, mais qu'elle soit développée avec les membres de l'équipe. Ça peut pas être juste l'entraîneur-chef qui dit « Voici c'est quoi notre culture d'équipe, voici c'est quoi nos façons de faire, voici c'est quoi notre identité. » Il faut que l'entraîneur-chef utilise ses assistants-entraîneurs qui, eux, vont utiliser les athlètes ou les leaders. Dans le cas d'une équipe de foot, tu peux pas passer par les 70 joueurs, mais par tes leaders. Bon, selon vous, quelle est notre identité? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir du succès? Quelles devraient être nos règles de fonctionnement? Quelles devraient être nos philosophies organisationnelles? Fait que là, tu les interroges, tu ramènes les connaissances vers le haut. L'entraîneur-chef a le mot de la fin, mais quand les idées viennent de l'interne, c'est beaucoup plus facile de les faire respecter ensuite. Parce que c'est pas le coach qui est en mode de dictature. C'est lui qui ramène, c'est vous qui nous avez partagé ce qu'on devait faire. Ouais, pourquoi vous le faites pas? Ouais, c'est tout ce concept-là de construction d'un groupe, c'est intéressant. Puis le football t'amène vraiment un bon laboratoire parce que c'est rare que tu as 10 entraîneurs dans des rôles différents
avec autant d'athlètes qui ont des personnalités différentes, qui ont des backgrounds différents. Donc, cette philosophie-là vient faire en sorte que tout le monde parle le même langage, même si tout le monde vient, comme tu parlais tantôt à Bishop, vient des quatre coins d'une province, vient des quatre coins d'un pays, a des réalités géopolitiques, des réalités financières différentes. Ta philosophie fait en sorte qu'on prend en considération le background de tout le monde, on le met ensemble, puis après ça, en tout cas, ça fait quelque chose de... C'était vraiment intéressant de comprendre comment mieux gérer. Puis ça s'applique à peu près dans tous les groupes. Tout sport confondu, une compagnie, une entreprise, une école, c'est des concepts organisationnels bien plus que des concepts sportifs, je trouve. Mm-hmm. Là, j'ai fait un cours de Organizational Behavior, puis c'était beaucoup de... C'est ça. Ce que tu viens de dire, puis c'est drôle que tu dis qu'à l'époque, c'était comme groundbreaking, parce que c'est fou, ça veut dire qu'il y a eu un gros progrès, parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu dis, je suis comme, ah oui. Genre, ça résonne dans mon équipe, mais à l'époque, c'était nouveau, comme dans l'implantation. Les meilleurs le faisaient, mais c'était pas nécessairement pratique courante. Là, je vois. Et donc, tu finis tes études, tu finis cette maîtrise-là, puis comme tu disais, tu commençais déjà à travailler pour Radio-Canada, pour le sport universitaire. C'est quand que le déclic se fait, que tu deviens vraiment temps plein membre des médias. Parce que je sais qu'entre-temps, c'est là que je te rencontre pour la première fois, t'es directeur technique pour Football Québec, si je ne me trompe pas. Exact. Puis on se rencontre quand moi je fais ma campagne Team Québec. 2014, 15 ou 16, ouais, ça doit être dans ces... 2016. Quand j'ai fini ma maîtrise, c'est ça. Pendant 4 ans, j'ai travaillé dans l'administration du sport. Fait que j'ai travaillé au RSEQ, le réseau du sport universitaire. Okay. Après ça, Québécois. Après ça, Football Québec. Exact. Le week-end, je faisais encore de la télé, mais c'était comme plus un side gig. Mm-hmm. Après ça, TVA Sport a acheté les droits du Thursday Night Football dans la NFL. OK. Fait que ça ramène-toi peut-être en 2017 là, ou 16, 17, 18. Puis il m'avait approché pour devenir analyste de la NFL avec Denis Casavant. Ouais. Puis là, ça, c'est une des rares fois que ça s'est vu. Puis ça n'a rien à voir avec moi, là. C'est juste qu'on était dans une période de changement des médias. Il avait accepté, Radio-Canada avait accepté que je sois analyste football pour le football universitaire à Radio-Canada, mais analyste football pour la NFL avec TVA. Malgré que c'est des compétiteurs. Exact. Ouais. Tu sais, habituellement, c'est un ou l'autre, où tu peux faire de la radio puis de la télé, mais c'est rare que tu fais 2 postes de télé. Ouais. Mais je pense que ce qu'il anticipait, c'est qu'il allait perdre les droits parce qu'ensuite, Stephen Harper est devenu premier ministre. Il a coupé énormément dans la culture, dans Radio-Canada. Surtout francophone. Francophone, exact. Donc, Radio-Canada a dû se départir ou presque de son département des sports. TVA Sport a racheté les droits du football universitaire. Donc, je me retrouvais déjà à être dans la boîte. Mm-hmm. Je faisais le foot universitaire le samedi, puis la NFL le jeudi, en travaillant à Football Québec. Et une année ou 2 plus tard, Salut Bonjour, la fin de semaine, parce qu'il y a Salut Bonjour la semaine qui est à Montréal, puis le week-end, c'est diffusé à la grandeur de la province, mais c'est enregistré à Québec avec une autre équipe. Okay. Eux m'avaient demandé de venir faire une chronique sur le Super Bowl. En étant analyste football à TVA Sport, il m'a dit, puis je suis allé, j'ai mis la table pour un Super Bowl. Puis quelques mois plus tard, j'ai reçu un autre appel en me disant notre poste de chroniqueur sportif se libère. On aimerait ça te passer en entrevue, un screen test là, dans le domaine. Puis j'étais allé faire le screen test, il m'avait offert la job. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler à temps plein. J'ai laissé, mais à ce moment-là, j'ai dit à Football Québec que je quittais. Puis c'est devenu pour la première fois mon travail à temps plein. Mais c'était fou parce que le jeudi soir, je faisais la NFL à Montréal. Là, je m'en allais le vendredi à Québec. Le matin, je me levais, je faisais Salut Bonjour, puis tu te lèves à 3h du matin. Je faisais l'émission de 6 à 10. C'est en live, du coup. Ouais, en live, c'est ça, exactement. Je faisais les sports dans l'émission de 6 à 10. À 10h, j'embarquais dans ma voiture, puis j'allais faire le match de foot universitaire à Sherbrooke, à Montréal ou à Québec. Quand c'était à Québec, c'était vraiment plus simple. Je faisais le match jusqu'à 19h, puis là, je retournais à Québec. Je faisais l'émission de Salut Bonjour le dimanche matin. Puis là, ma semaine de travail se terminait. Fait que ça a été le premier moment où est-ce que j'ai compris que je pouvais gagner ma vie à temps plein avec les médias. C'est fou. C'est vraiment un beau parcours. Est-ce que tu as une préférence de tous ces chapeaux de médias que tu as eu? Est-ce qu'il y en a un qui t'allume plus que les autres? Non. Parce que je trouve que chacun de ces mandats-là stimule un coin différent de mon cerveau. Quand je fais le foot universitaire, c'est ma passion, c'est mon sang, c'est ma tête, là, c'est ce que je connais le mieux. Puis j'ai un rôle très analytique. C'est de break down pourquoi un corner à gauche a fonctionné, montrer à monsieur, madame, tout le monde
aime le foot, mais qui comprend pas nécessairement toutes les subtilités techniques, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un screen a fonctionné ou pas. Avec le crayon, tu sais, je dessine à l'écran. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment mon côté cartésien qui fonctionne, puis je suis dans l'action. Salut, bonjour, le matin, c'est beaucoup plus généraliste. Je parle de tout, c'est moi qui choisis de quoi je vais parler, mais à un groupe de gens qui n'a pas choisi d'écouter du sport. Quand je parle au foot universitaire, la personne a pris la décision concrète de consommer du sport. Alors que Salut Bonjour, ben, c'est les nouvelles, c'est la météo, c'est le culturel, c'est la cuisine. Donc, mais je parle à tous ces gens-là, puis il y en a une portion qui se fout un peu du sport. Mais il faut que je réussisse quand même à les interpeller sans non plus ennuyer la personne qui écoute Salut Bonjour, qui aime le sport. Fait que je trouve que c'est un beau puis tu sais, ça revient un peu à mon parcours atypique. Moi, j'ai appris dans mon bac en enseignement de l'éducation physique à prendre une classe, puis dans une classe, vous vous en souvenez, dans vos cours de sport, t'en as qui savent pas bouger, t'en as qui sont extrêmement talentueux, mais t'as une parole, t'as une classe, puis il faut que tu stimules tout ce monde-là au même moment avec des apprentissages sportifs. C'est ça le rôle d'un enseignant, c'est de la pédagogie. Fait que j'ai l'impression des fois que je fais ça maintenant. Même au foot, tu sais, c'est un linebacker de Sherbrooke, sa grand-mère est à Rimouski, elle écoute le match parce qu'elle veut voir son petit-fils, elle connaît pas le football, ben je dois l'intéresser, cette dame-là. Puis aussi, je dois avoir l'information, le knowledge pour dire la bonne chose. Tu sais, elle, c'est important pour sa famille. Hey, mon nom de famille est partagé à la télé. C'est peut-être la seule fois qu'on va parler de sa famille à la télé. Donc, c'est de capter l'intention de cette dame-là sans perdre le coach qui est en plein au cégep, qui mange du foot, qui connaît le foot plus que moi. Fait que ça, je trouve ça stimulant de passer d'un extrême à l'autre sans ennuyer l'autre côté. Fait que quand je suis en mode foot, faut pas que j'ennuie la famille, puis quand je suis dans la famille, faut pas que j'ennuie non plus les coachs de foot. Fait que tu sais, je trouve que ça travaille différents côtés de mon... Puis là, en début de conversation, on parlait de l'Euro. Mais depuis quelques années, on me donne des mandats différents. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le cyclisme. J'écoute le Tour de France, je fais du vélo. Puis là, depuis 3 ou 4 ans, je décris les Grands Prix cyclistes, qui est le seul passage en sol nord-américain du World Tour. Donc, tu sais, ça, c'est un autre côté de ma personne que je peux exploiter. Tu sais, une course de vélo, ça dure 6 heures. Là. C'est répétitif, c'est long, il y a des lenteurs, mais c'est une autre chose. C'est plus calme. C'est plus axé sur de la conversation, moins de l'analyse. Fait que, tu sais, ça aussi, on dirait que mon cerveau, il switch à 180 quand je fais ça, ou quand j'ai fait l'Euro, ben, j'étais plus animateur. Fait que c'est de bien faire paraître les autres. Je trouve ça cool, tu sais. Je suis vraiment privilégié de pouvoir avoir plusieurs mandats. Mais à chaque fois, on dirait que ça stimule. Fait que pour répondre à ta question, j'aime vraiment mon métier. Puis, tu sais, je parle de foot avec vous, j'en parle à mes amis. Fait que quelqu'un me paye pour parler de sport, c'est genre, j'ai frappé le jackpot, là. Vraiment, en parlant de foot, d'ailleurs, t'as la chance de commenter les matchs universitaires. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, et où t'as un souvenir où c'était waouh? Ben, en fait, moi, je suis épouvantable pour me rappeler de matchs. Quand je finissais un match, là, mon match à moi, là, j'avais aucune idée de ce qui venait de se passer. Puis là, les gens m'ont dit, les commotions, mais ça n'a rien à voir. Je suis comme dans un autre. Je deviens un personnage. Puis mon cerveau, il est tellement concentré. Fait que je finissais un match, j'avais aucune idée de ce que j'avais fait. Puis maintenant, je fais un match à la télé, je finis le match, je sais même plus c'était quoi le pointage. Alors que pendant le match, là, tu sais, je me souviens de tout. Là, dès que le match finit, fait que c'est dur, c'est difficile pour moi de revenir et dire en 2000, tu sais, il y a des gens qui font ça. Là. Alors, vous avez déjà vu le coach des Rams, le Sean McVay, tu sais, parler de tous les jeux. Moi, on dirait que je fais pas ça. Je suis incapable. Ceci étant dit, il y a eu tellement de matchs Laval-Carabin qui se sont finis dans des scénarios impossibles. Pas tant le pointage, pas tant genre c'était bon jusqu'à la fin, mais je me souviens une année, botté court, je crois que c'est les Carabins qui tentaient un botté court, manque, pénalité, deuxième botté court, manque, pénalité, troisième botté court, il avait récupéré le ballon. Tu sais, quand est-ce que tu vois 3 short kicks consécutifs? Il y a 2 ans. Le rouge. Le rouge. Tu mets ton argent sur le dernier jeu du match. Jamais tu vas dire, OK, c'est le botteur qui va capter, qui va tenter de faire un dégagement, puis le mur... Non, en fait, c'est le botteur qui était dans le mur, qui se fait éclater. Ça s'invente pas des scénarios comme ça. Il y en a eu, là. Le Philly Special, avant le Philly Special, je sais pas si ça va. Oui, Hugo Richard. J'étais dans les estrades. Bon, mais tu vois, ce genre de scénario-là, il y en a à chaque année. Fait que j'ai de la difficulté à me souvenir d'un match.
souvent, c'est des... Faut que je m'arrête 2 secondes, puis je creuse pour trouver le règlement. Tu sais, il arrive toujours des scénarios impossibles. Je me dis, attends une minute, c'est quoi là, le règlement? Faut que tu le vulgarises, le règlement. Ouais, faut que je le connaisse. Je veux dire, le livre de règlement, je le feuille en début de saison, mais je connais tu sais, j'essaie de... Mais c'est pas tout le monde qui connaît l'alinéa 5.1.2. Fait que, tu sais, ma réponse est plate, mais c'est surtout ces fins de match-là, des scénarios qui ont aucun sens, là. Mais aussi, chaque Coupe Vanier gagnée par une équipe du Québec, ça arrive souvent. Mais je trouve ça beau. Je trouve ces moments-là, ils sont beaux. Puis ça me permet aussi de... ça, c'est peut-être un sujet que vous aviez en tête, mais ça me permet aussi de me mettre derrière une équipe. Ouais. Tu sais, UBC Carabins, je me suis fait éclater par les Carabins toute ma vie. Je serai jamais un partisan des Carabins. J'ai perdu contre les Carabins. Le Rougeard, je serai jamais un partisan du Rougeard. Je me suis fait fendre en deux, 70-7. Des walk of shame de revenir du terrain à Laval. Je serai jamais un partisan du Rouge et Or. Les gens m'accusent toute la saison d'être partisan d'une équipe ou de l'autre. Sans arrêt. Là. C'est complètement dément. En plus, je viens de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est dans le milieu de Montréal. Tu sais, j'ai joué à McGill, je viens de Trois-Rivières, puis tout le monde à Québec est convaincu que je prends pour les Carabins, puis tout le monde à Montréal est convaincu que je prends pour le Rouge et Or. C'est vrai, dans les forums Facebook, là. Ouais, je te dis. Puis en même temps, je me dis, bon, ben, c'est parfait, ça veut dire qu'il y a une neutralité, tu sais. Mais ça me dérange plus maintenant. Mais tu sais, quand tu commences dans un domaine que c'est pas un milieu que je connais, je le prenais personnel. Je dis non, tu sais, je voulais toujours me défendre. Ouais. Fait que là, tout ça est lourd, mais ça fait partie. Tantôt, je te parlais, là, la pire chose, c'est d'être de pas faire réagir ou de laisser les gens indifférents. Mais je me dis, bon, les gens, ils embarquent. Ils sont passionnés de leur équipe. Ouais. Il y a une passion, tant mieux. Ils peuvent trouver les scénarios de lutte, de WWE les plus farfelus. C'est sûr que lui, il prend pour l'autre équipe. Là, bon, je m'en fous, c'est ma job. T'sais. Mais, en finale, la Coupe Vanier... C'est clair pour qui tu veux. Je veux que le Québec gagne parce que je sais que, ces jeunes-là vivent une expérience de fou. 2, qu'ils vont avoir de la visibilité. 3, qu'on va en parler dans les médias, qu'on va pouvoir mettre encore plus de lumière sur. Fait que ces matchs-là de Coupe Vanier, je trouve que c'est beau, je trouve que c'est intense. Puis la plupart du temps des dernières années, c'est l'équipe québécoise qui a gagné. Fait que, tu sais, à London, le Rougeard, cette séquence-là, où est-ce qu'ils battent London, ils restent à London, ils battent ensuite la Saskatchewan. C'est aussi des scénarios complètement fous. L'année passée, Montréal. UBC, à Kingston. Montréal qui prend pas de touchdown de toute sa playoff run provinciale et canadienne. C'est incroyable. Exact. Puis dans ce temps-là, c'est fou parce que les chiffres sont énormes. Là. Au Québec, du sport amateur, il n'y en a pas à la télé. Ouais. C'est le seul sport amateur, à part les championnats canadiens d'athlétisme un peu, ou des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de sport de façon stable amateur. Mais il y a le foot universitaire, c'est du sport amateur. Ouais. Fait que dans des matchs Rougeard-Carabin, des fois, il y a des pointes d'écoute à 350 000 personnes. C'est gros pour le Québec, 350 000. Là, c'est énorme. Puis c'est des gens qui décident d'écouter du sport amateur avec des étudiants athlètes. Fait que quand il y a une équipe du Québec qui fait un player run, comme les Carabins cette année avec une belle histoire, comme le Rougeard l'année précédente, là, le public se greffe, puis ça ouvre les yeux de plein de gens sur « Attends, wow, c'est beau le football universitaire. C'est beau parce que le spectacle est bon, mais c'est beau aussi parce que les histoires sont incroyables. » Tu sais, que t'as un étudiant en médecine, t'as un gars qui a fait un stage en Bolivie avant la saison, tu sais, qui est sur un conseil d'administration des jeunes entrepreneurs. C'est ça aussi le foot universitaire. C'est des étudiants avant d'être des athlètes. Fait que tout ça mis ensemble, je trouve que c'est un beau contenu, puis je suis content de pouvoir le partager comme ça. Tu sais. C'est où je voulais nous mener, Charles-Antoine, c'est parfait. Bon, t'as vécu les 2 dernières conquêtes, la Coupe Vanier par des équipes québécoises, initialement le Rouge et Or de Laval et le Carabin de l'Université de Montréal. Puis, on le voit, parce que moi, j'aime bien les chiffres télévisuels, là, comme tu disais, un peu le déclin des médias, mais pas dans le sport. Et j'aime suivre le tout pour voir si je vais avoir une job un jour. Et j'ai remarqué que ça fait quelques années que la Coupe Vanier diffusée sur TVA, les meilleurs codes d'écoute que la Coupe Vanier diffusée sur la chaîne anglophone, CBC. Ouais. Ça change, mais CBC Gem, là, qu'ils passent sur leur plateforme de streaming, malgré que la Coupe Vanier, sur TVA, on est limité à un public québécois et bon, canadien, français, qui, comme il y a beaucoup moins d'êtres humains francophones au Canada, là, je dirais avec le Canada français, on est peut-être 9-10 millions, alors que bon, on sait qu'au Canada, on est 36 millions. Donc le 26 millions restant, il est anglophone. Comment t'expliques le fait que malgré qu'on a un bassin plus de 2 fois plus petit, il y a plus de francophones qui tune in pour TVA Sport, qui est une chaîne privée, là. Faut payer pour regarder TVA Sport.
que de Canadiens anglais qui tune in pour regarder la même finale en anglais gratuitement. Ben, c'est clair que le fait qu'on fasse un match, parfois 2 par week-end, ça aide parce qu'on construit une histoire. Ouais, chose qu'eux, ils font pas. Exact, ouais. Qui font pas nécessairement. Donc ça, c'est sûr que ça contribue. Puis quand tu construis l'histoire, ben justement, tu crées un sentiment d'appartenance un petit peu plus grand. Tu sais, oui, à ton ancienne université, mais aussi à l'histoire d'un jeune garçon qui, whatever, tu sais, peu importe son parcours, a décroché, mais on l'a raccroché, puis maintenant, tu sais, il est en train de graduer en maîtrise. Il y en a plein d'histoires comme ça. Fait que tu construis des histoires pendant la saison qui ouvrent les yeux, là, les gens, plus ils ont l'impression d'être familiers avec le produit, ben, plus tu as de chances qu'ils s'intonisent à nouveau. Puis on est chanceux aussi d'avoir des équipes qui gagnent. Tu sais, on sait là, en général, mais au Québec, c'est presque encore plus le cas. Où est-ce que on aime les gagnants, puis là, on part des mouvements. Là, le CF Montréal, on les suit quand ils gagnent, mais quand ils gagnent pas, on les suit pas. Les Alouettes, là, ça a explosé leur passé. Les Alouettes, en ce moment, c'est n'importe quoi. Là. Fait que on a vraiment un tempérament changeant selon les équipes qui gagnent. Donc, au foot universitaire, ben, c'est clair. Là, l'autre élément, ça revient à mon point Québec-Montréal. Tu sais, j'en parlais. Au final, j'aime ça que les gens s'accusent puis ils se traitent de nom parce que c'est une rivalité. Puis c'est ce que tu veux. Dans le football universitaire américain, c'est les rivalry weeks, c'est plus grand que nature. Puis là, on voit des scénarios puis des complots un peu partout, mais c'est ça aussi au Québec. Puis le Québec-Montréal, Canadien nordique, n'existe plus outre que dans le foot universitaire. C'est vrai. C'est le nouveau Canadien nordique. C'est la bataille de la 20. C'est Québec qui veut prouver qu'on est supérieur à Montréal. C'est Montréal qui fait... On s'en fout, là. C'est ça, tu sais. J'adore que t'es conscient de ça. C'est un peu ça. C'est tout le temps cette guerre-là de se prouver quoi que ce soit sans arrêt. Tant mieux, parce que ça se transmet dans le sport. Les gens deviennent complètement mordus. Ça fait aussi que plus qu'il y a de yeux, non seulement à la télé, mais dans les estrades, ben l'argent suit. Ça fait que ces universités-là ont tiré tout le monde vers le haut. Donc, au lieu d'avoir 6 avec Bishop, 6 entraîneurs, 6 postes à temps plein, ben maintenant, il y en a probablement 30 postes à temps plein pour des coachs. Donc, là, tu sais, t'as tout ça qui est mis ensemble. C'est comme c'est un cycle. Plus la qualité est là, plus que t'as de téléspectateurs. Puis tu le disais, il y a un déclin de la télé, mais les chiffres du foot universitaire augmentent. Pas du sport amateur. Fait que, tu sais, c'est tout ça mis ensemble. Alors qu'au Canada anglais, ben, je pense qu'on a peut-être moins ce sentiment d'appartenance-là. Même si pourtant, les anglophones, puis on le voit à McGill à Concordia, sont vraiment fiers de leurs alma mater. Ouais. Les anglophones, c'est dans leur culture de redonner puis d'être pour toujours un ancien. Donc, ça devrait être plus ça dans le reste du Canada parce que de par leur lien d'études. Là. Je pense qu'on a cette chance au Québec d'avoir d'être les seuls francophones. Tu sais, il y a la culture québécoise, puis il y a la culture canadienne-anglaise. C'est pas pour enlever rien aux provinces individuelles, mais c'est beaucoup moins... oui, il y a des trucs spécifiquement nouveau-écossais, des trucs spécifiquement ontariens, mais c'est plus comme... Il y a le Québec, puis il y a le Canada anglais. Ouais. Et donc, on a cette chance d'avoir créé notre système médiatique québécois. On a notre star système québécois, on a notre cinéma québécois, notre art québécois. Il est financé. Et donc, c'est normal, à mon avis, que notre télé québécoise est comme un peu plus en santé. Et donc, quand il y a le foot québécois, c'est le Québec contre le reste du pays. Puis on aime ça, qu'on ait aussi de l'histoire. Là. Bon. Mais ça me fait penser, puis tu vois, habituellement, c'est moi qui fais les entrevues, fait que je vais me redresser. Mais j'allais te poser une question par rapport à la perception des joueurs français, parce qu'il y en a de plus en plus. Au RSEQ, il y en a quand même, en ce moment, j'ai pas le chiffre exact, il y en a beaucoup au cégep. C'est quoi le foot universitaire québécois pour un Français? Est-ce que c'est un tremplin? Est-ce que c'est... Ouais, je pense que c'est un tremplin. Je pense qu'en France, on voit... avant, c'était le cégep. Le cégep, c'était « Ouah, t'as joué au cégep, c'est cool et tout ». Maintenant, ça devient de plus en plus accessible de jouer au cégep. Il y a énormément de Français qui partent jouer au cégep. Dans toutes les divisions. Ouais, c'est ça. Ça a été Tedford pendant longtemps. Genre, là, ils sont partout. Ouais, je pense qu'il y a juste Vanier qui n'a pas encore eu un Français. Là. J'attends le jour où ça va se faire. Peut-être qu'il y en a un, on ne sait même pas. Ça genre se peut, un rookie. Quoi. Ça m'étonnerait. Et maintenant, c'est l'université. Maintenant, tous les gars qui ont joué à l'université au Canada, au Québec, pardon, même au Canada, en fait, et qui font bien, on est en mode en France, c'est ah ouais. Et généralement, soit ils ont des shots CFL, surtout avec le programme global depuis quelques années. Global. Soit ils reviennent et ils vont aller jouer en ELF, par exemple. Ou alors, il y en a quelques-uns, mais très peu, qui retournent jouer en France ou dans leur club respectif. Mais ça devient des figures fortes du club, le coaching staff. Ça leur a donné un profil. Puis... Ouais, puis on est de plus en plus content de voir des Français genre aller en CFL et
performer dans le circuit universitaire canadien. On voit Hassan Dosso, par exemple, qui est un des top receveurs au Canada, qui est français. Je pense à Yannick Godfell, qui a joué à Bishop, qui a été drafté en tant que c'est Canadien. Un des premiers Français à avoir bénéficié de la nouvelle règle, comme quoi, si tu gradues ton U-Sports, tu deviens Canadien. Tu deviens Canadien. Donc, il a été drafté comme Canadien. J'ai hâte de suivre son parcours. C'est un bon ami à moi. Donc, ça, c'est hyper intéressant de voir ça. Et puis, j'ai hâte de voir la suite. Je sais qu'il y a 2-3 bons Français dans les rangs universitaires. Là. Ah oui, vraiment. Ouais. C'est des bons athlètes aussi. C'est très, très bons athlètes. Ouais. Si je peux ajouter à ça, Charles, par contre, ça, de plus en plus, là, tu as dû le remarquer, les jeunes Québécois qui sont très forts là, dès le high school, ils visent l'NCAA. De plus en plus. Puis les gars, ils partent dans des prep schools encore plus tôt qu'avant. Beaucoup de gars qui omettent de passer par le cégep, malgré que je pense que le cégep est une très bonne opportunité pour aller NCAA. Ben, on le voit un peu en France aussi. De plus en plus. Oui, le foot québécois reste. Tout le monde aimerait bien jouer au foot québécois plutôt que rester en France si possible. Mais les top français, là, ils visent l'NCAA direct. Ils veulent même pas passer par le Québec. Mais est-ce qu'ils passent par des high school ou des prep school? Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Le meilleur plan, c'est même pas finir son... Nous, on a le bac en France, là. Donc, son lycée. Et partir en high school. Faire ses 2 dernières années en high school. Pour aller et puis après, se faire recruter. Parce que, en tant que Français, c'est très dur de jouer dans le circuit français et de se faire recruter en NCAA, même s'il y a des camps et tout, c'est compliqué. Mais, cela dit, il y a un Français, Emeric Kumba, qu'on salue, qui a joué en France, au Pionnier de Tours, et qui s'est fait recruter par Michigan. Okay. Et qui est parti à Michigan et qui a joué sa première année, qui était dans la rotation et qui, du coup, a gagné un National Championship la saison dernière. Wow, donc, c'est gros, ça. Ça, c'est fou, quand même. Ouais. Directement de son club. Puis, Tours, c'est pas en D1? C'était en D1, mais là, le club ils ont fold. OK. Donc, je me raccorde, je pose plus de questions. Mais c'était une très très bien. Pour revenir au football universitaire québécois-canadien rapidement, j'ai 2 petites questions. On a eu Danny Desrivaux sur le podcast. Ouais. Et il nous a parlé un peu de la rivalité parfois entre RDS et TSN. C'est pas une vraie rivalité, mais c'est moi qui avais posé la question. C'est moi qui ai dit rivalité. J'ai dit, tu sais, vous êtes le petit frère québécois, si on peut se permettre. TSN, c'est canadien, puis ESPN qui est américain. Est-ce que parfois, il y a cette petite friction dans le sens que on est censé être... Tu sais, on est votre filière québécoise, mais est-ce qu'on est regardé de haut et tout? Puis bon, il m'avait donné sa réponse. Mais je me demandais s'il y avait... Des fois, il y avait ce sentiment-là quand vous arrivez en finale... semi-finale canadienne ou à la Coupe Vanier, puis que CBC Gem arrive, malgré que vous avez des plus grands codes d'écoute, comme eux, c'est le diffuseur canadien. Est-ce que des fois, je sais pas, ils ont priorité en conférence? Comment ça marche la relation, en fait? Je veux pas assumer des choses. Mais tu sais, il y a eu quelques fois où est-ce que, par exemple, parce que quand c'est une finale québécoise, la Coupe Dunsmore, ou une finale canadienne, la Coupe Vanier, l'organisation du match, mais de l'événement, est prise en charge par la Ligue. Ouais. Donc, ils vont prendre le stade, les installations. Puis... Mais là, par exemple, il y a eu beaucoup de Coupes Vanier à Québec. Et nous, on est là toute l'année. Là. On fait 4, 5, 6 matchs, toujours dans le même boot de diffusion. Là, on arrive en finale. C'est une Coupe Vanier qui implique le Rouge et Or. Puis là, finalement, on n'est même plus dans notre même studio de diffusion. OK. C'est ouais, mais là, c'est la TNT. On commence toujours. Je comprends, mais tu sais... Il y a comme un principe où est-ce que si t'es là toute l'année... Fait que c'est peut-être la seule chose que je dirais, parce que sinon, puis là, tu sais, année après année, tu commences à connaître les gens. Tout le monde, moi, je côtoie plus, par exemple, le descripteur anglophone, l'analyste anglophone que le producteur, puis tout les gens plus techniques. Fait que ces gens-là, ils savent très bien que je peux les aider. Parce que, tu sais, eux, ils sont parachutés dans le football universitaire, puis ils font 2 matchs, la demi-finale canadienne puis la finale, alors que moi et mes collègues, ben, on suit toute la saison. Fait qu'on connaît toutes les histoires, on connaît tous les joueurs. Fait puis vous connaissez aussi plus le côté québécois. Eux, ils couvrent pas le côté québécois. Fait qu'ils ont intérêt à être flexibles avec nous, parce qu'on va les aider autant qu'ils peuvent nous aider. Fait que c'est que c'est pas une... Mais c'est aussi dû au fait que c'est tellement pas fort ou stable. Tu sais, ça a changé. Des fois, c'est TSN. Tu sais, c'est jamais... Tandis que nous, on est là, puis ça fait quand même longtemps là, qu'on fait le foot universitaire. Là. Tu sais, moi, justement, quand on a commencé à TVA Sport, c'était peut-être en 2017. Puis avant ça avait... Fait que tu sais, il y a comme une culture québécoise qu'eux ont pas par rapport au foot universitaire. Fait que c'est dur d'arriver puis de tout casser quand t'es jamais là. Tu sais. Fait que c'est pas si mal. 2017, donc t'as jamais analysé Bishop, hein? Moi, c'était une des questions aussi que j'avais. Parce que 2017, c'est la première année de Bishop en US. C'est quoi? C'est à Bishop que j'ai obtenu mon... Ah oui, t'étais à Radio-Canada, pardon. Je le faisais, mais je me souviens, c'était un match Bishop-McGill. Puis moi, je coachais à McGill, mais les matchs que je faisais à la télé de McGill,
Mais je coachais pas, évidemment, mais c'était quand même l'équipe que je coachais. C'était particulier. Mais vu que c'était McGill, puis tu sais, j'aurais pas pu coacher au Carabin puis faire des matchs des Carabins à la télé. Là, ça aurait été fou, mais les gens le savaient pas trop à McGill. C'était plus relax. C'était moi à qui je comprends. Fait que là, il y a eu 2 ans que je coachais les receveurs à McGill, puis en même temps, je travaillais à la télé. Fait que tout ça pour dire, mais à ce moment-là, j'étais avant les matchs et à la mi-temps. J'étais sur le panel. C'est comme ça que j'ai commencé. Fait que je suis à Bishop pour un match. Je fais mon commentaire avant le match. C'était Jacques Dussault qui était analyste, l'ancien coach et tout. Légende. Puis, c'est une énorme légende. Mais premier quart, perd la voix. Genre, après comme... Jacques ou toi? Jacques. Perd la voix. Plus capable de parler. On l'entend plus à la télé. Fait que là, en urgence, Charles monte. Moi, j'avais jamais été analyste pendant le match. Ouais. Mais une des 2 équipes, je les connaissais parfaitement. Exact. J'avais pas eu besoin de faire toute la préparation que je fais aujourd'hui comme analyste, en sachant toutes les positions, d'où ils viennent, puis tu sais. Fait que ça avait bien été dans les circonstances. Puis puis c'est arrivé une autre fois pendant la saison. Puis c'était encore McGill. Fait que c'était à McGill cette fois-là. Fait que j'étais monté en courant. Je faisais mon commentaire sur le terrain. La game passe, je pars en courant. C'est long, là, monter les marches à McGill. Monte en haut pour faire l'analyse pendant le match. Revenu à la mi-temps. Puis l'année suivante, finalement, ils m'ont donné le poste. Mais tout ça pour dire qu'à Bishop... C'est ton tout premier... C'était mon tout premier match d'analyse. On est là. C'est ça. Des bons souvenirs. La dernière question que j'avais par rapport au foot universitaire québécois, on a eu Kevin Mittal sur les podcasts. Ouais. Il nous a parlé de sa carrière. Il nous a surtout parlé... on a eu une parenthèse sur... le souci légal qu'il a eu, qui était venu impacter quand même la saison. Tu sais, il y avait eu des commentaires dans le stade de certaines équipes, partisans d'équipes rivales. Arrêtez-le, Mittal prison. Sherbrooke, on parle de vous. Ouais, c'est ça, on parle définitivement de vous, Sherbrooke. Mittal prison, il y avait des pancartes et tout. En tant qu'analyste à la télé, comment on gère une situation comme ça? Parce que corrige-moi si je me trompe, il y a le souci de transparence. Faut en parler. Faut faire comme si ça n'a pas existé. Mais d'un autre côté, on est là pour parler de sport. On n'est pas là pour parler d'actualité nécessairement. Comment, à TVA ou toi en particulier, vous avez décidé de gérer ça puis de présenter ça? Ben, c'est quand même difficile d'avoir une opinion sur des dossiers légaux. Ouais, exact. En fait, n'importe qui peut avoir une opinion sur un dossier légal, mais ça reste une opinion. À partir du moment où moi, je suis analyste, je donne mon opinion sur ce que je connais, le foot, mais je suis loin d'être un expert légal. Fait que c'est le genre de situation que tu adresses une fois, parce qu'une fois que tu l'as adressé, ça sert à rien de revenir sans 1001 fois. Fait que tu donnes le point de vue selon les éléments que tu as. Il y a quand même une institution universitaire derrière un gars comme ça. À partir du moment que l'institution universitaire se positionne derrière le joueur, qui est un étudiant, qui n'est pas un pro, qui a une vingtaine d'années, et voici comment on gère le dossier, voici quels sont les paramètres légaux. Je suis qui, moi, pour venir rajouter une couche de... Ouais, mais il devrait le suspendre 5 matchs pour lancer un message. Il y a une université, donc une institution bâtie, il y a des avocats, il y a un système judiciaire. Est-ce que c'est fait de la bonne façon? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est pas à moi de me substituer au processus légal. Fait que c'est comme ça que tu amènes ça. Voici, il y a quelque chose. Ça affecte l'équipe, ça affecte la ville, ça affecte la ligue. À partir du moment où il sera de retour, parce que l'université a décidé que pendant le processus légal, il va jouer, je suis qui, moi, pour contredire l'Université Laval? Fait que c'est pas mon expertise. Moi, je trouve que ça, trop souvent dans le monde, dans n'importe quel sujet, beaucoup de gens s'imposent comme experts de choses qui ne sont pas experts. Fait que j'ai tendance à... Moi, je crédibilise beaucoup l'expertise de quelqu'un. Tu mérites de t'exprimer sur un sujet parce que tu as 10-15 ans d'expérience et un bagage technique, scientifique. Go! Mais pourquoi moi, j'ai à me donner mon point de vue sur quelque chose que je connais pas dans le fond? Fait que c'est un peu de même, je crois que je l'avais abordé. Parfait, je prends des notes. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Charles, moi j'ai une petite question. Déjà, je veux te donner une anecdote, je sais pas si tu savais ça, Nick. Son vrai prénom, c'est Charles. Ouais. C'est compliqué, ça. Non, je savais pas. C'est pas Charles. Aller chercher l'information. Ouais, je me suis documenté. Est-ce que tu veux expliquer ça rapidement? Ouais, ben c'est pas grand-chose, mais c'est quand même particulier. Charles-Antoine, c'est le nom que j'utilise toujours. Ouais. Sur mes papiers légaux, c'est Charles.
mon permis, mon passeport. Juste Charles Sinot. Antoine, c'est comme un deuxième nom. Ma mère, qui était toujours encore un peu aujourd'hui, mais elle était quand j'étais plus jeune, elle était quand même hippie, tu sais, free spirit, puis tout ça. Elle aimait Antoine, mais c'était Charles, mon prénom. Puis, quand tu arrives dans le système scolaire en maternelle, tu sais, ça devient un peu ton... comment ça s'appelle? Le code permanent? Tu sais, ouais, les codes permanents. Exactement, tu sais, c'est surtout ça qui devient ton identifiant. Fait que là, on était à la maternelle, puis ma mère a dit, elle donne le papier, il y a Charles, il y a Antoine. Puis là, la secrétaire a dit, ben là, c'est Charles son nom? Bah, Charles-Antoine, c'est pas grave, là, tu sais. Elle a dit, non, faut que je le sache, là. C'est soit je mets un trait d'union, ou ben, je peux pas. Elle dit, je peux pas mettre une case vide, là. Ouais, dans mon système, faut que je mette un trait d'union ou un seul nom. Fait que là, ma mère a dit, faites ce que vous voulez, madame, là. Je veux pas me chicaner avec vous. Fait que bon, ben, ça va être un trait d'union. Fait que là, la secrétaire, elle a mis un trait d'union. Puis à partir de ce moment-là, mon nom est devenu Charles-Antoine. Mais techniquement, mon nom, c'est Charles. OK. Mais Antoine, c'est ton middle name ou même pas? Ouais, exact. Middle name. Ton nom, c'est Charles. Mais un middle name, il n'y a pas de trait d'union. Oui. C'est comme ton deuxième nom sur ton certificat de naissance. Fait que c'est que ça. Fait que depuis ma première année de maternelle, c'est une madame, là, peut-être, Janine à Trois-Rivières, qui a décidé qu'elle a mettre un trait d'union. Puis c'est ce nom-là que j'ai depuis toujours. Mais je te montrais mon permis de conduire, il n'y a pas Antoine. Faut que je fasse attention quand c'est ça. Quand il y a des trucs, là, dire réserve un avion ou paye une contravention. Puis, c'est vrai. Hein? C'est donc sûr. le fameux CA Sinot, on peut le donner à cette madame. Ouais, c'est ça. Mais C Sinot, ça aurait pas été beau. Fait que ça a bien tombé. C'est elle qui a parti ta carrière. Incroyable. Mais je sais pas si t'as déjà vécu ça avec ma mère. Pareil, ma mère aussi, elle est très comme ça. Et j'ai un frère jumeau. Okay. Elle nous appelait Alfred et Maurice. Mais c'est pas, moi je m'appelle Léo et mon frère s'appelle Samuel. Et juste, je sais pas, elle nous a toujours appelé Alfred, Maurice, venez. C'est qui Maurice? Moi c'est Maurice et Sam c'est Alfred. Sam, Alfred? Okay. Voilà. Fait que tu viens d'apprendre. Et. Je vais t'appeler Maurice pour le reste de ta vie. Et des fois, quand on est chez ma mère et qu'il y a des gens, des invités, elle dit Alfred, viens voir, ou Maurice, viens voir. Et du coup, nous, on sait parce qu'on a grandi là-dedans. Ouais. Et les gens, ils sont en mode je t'appelle Maurice. Et je vais expliquer non, c'est juste, je sais pas, c'est un surnom que ma mère, elle nous a toujours appelé comme ça. Donc, Maurice Sartel, ça fait. T'aurais pu vendre de l'assurance. C'est ça. Bonjour, Maurice Sartel. Ça fait un peu moins réseaux sociaux. Regarde-le, Sartel. En tout cas, est-ce que tu as d'autres questions En vrai, non. Est-ce que... Non? Toi? Non, écoute, j'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi. Peut-être un retour en France à un moment, commenter, faire des choses. Est-ce que ça t'intéresserait? Ouais, c'est ça ma question. C'est est-ce que la France t'intéresse toujours? Parce que ouais, 100%. Mais j'étais en France en plus il y a un mois. J'étais allé à Roland-Garros. J'avais promis c'était une promesse à ma maman qui aime énormément le tennis. Quand elle allait avoir 60 ans, j'allais l'amener. Mais j'ai dit ça un peu parole en l'air. Mais là, cette année, elle a eu 60 ans. Okay. Fait que on est allé... c'est un retour à Paris, mais j'aime tellement la France. Puis... j'ai revu Loïc Caruso, ancien QB, avec d'autres anciens Centaures, puis on se disait qu'il fallait absolument aller revivre un match des Centaures sur place. Donc, ça va arriver. Ça a trop été une année exceptionnelle. J'ai trop vécu de trucs. Les gars qui étaient dans l'équipe, tu sais, veux pas, quand tu te rends en finale dans une histoire improbable, ça tisse encore plus les liens. Ouais, donc, je rêverais de retourner vivre un peu le foot américain en France. Les Centaures qui viennent de gagner la D2 d'ailleurs. Ouais, mais qui vont pas en D1. Là, je comprends que c'est un gros scandale. Là. Gros scandale à Grenoble. C'est vrai que c'était un petit... Oui, c'est vrai. Ça fait parler. Mais je pense que la raison, c'est que les Centaures eux-mêmes voulaient pas. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas la structure en place. Les juniors, ils n'ont pas une équipe junior, ils n'ont pas... Il y a comme des paramètres à remplir. Depuis quelques années, maintenant, il y a des obligations à remplir. Il faut avoir une certaine catégorie junior, un stade d'une certaine grandeur, etc. Puis, cochait pas toutes les cases, malheureusement. Voilà. Mais nous, moi, je veux lancer l'invitation. On est quand même... On a la chance de travailler avec les Mousquetaires de Paris, les Paris Musketeers. L'équipe ELF, la première équipe professionnelle de football américain de l'histoire de la France, qui joue présentement à European League of Football. C'est la famille. Donc, on aimerait bien t'inviter à un match, là, si c'est en France qu'on y a les trois. Ça va me faire plaisir. Vraiment, je vois un peu ce qu'ils font via les médias sociaux. Je trouve ça beau. Je trouve qu'ils ont bâti quelque chose de vraiment pro pis tout. Mais que j'accepte déjà l'invitation. On réglera les détails, là, mais puis beaucoup de joueurs de RSEQ qui sont... Ouais, c'est clair, des anciens. Tant mieux. Ça pourrait être une belle histoire après ça à raconter ici au Québec là, en revenant. Parfait. Absolument. Eh ben, Charles, merci beaucoup. Merci Maurice. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. C'était un excellent podcast. On a adoré échanger avec toi. Ouais. Pour terminer, on va faire le segment de fin. Je pensais que t'avais oublié le segment de fin. T'inquiète. Jamais, je peux pas oublier ça.
On demande toujours à nos invités de nous raconter leur pet peeve de la semaine, un petit détail qui les a agacés, ça peut être la semaine ou les dernières semaines, un petit détail genre le trafic à Montréal, je sais pas, des choses comme ça, la canicule, des choses comme ça. Et pour finir, sur une note positive, je vais te demander de nous donner le moment qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine. Ça sonne un peu exagéré comme ça, mais bon. C'est stressant, là. J'étais bien depuis 2 heures, mais là, mon pet peeve de la semaine. C'est le moment qui n'est pas sans stress de l'épisode. En vrai, Charles, si tu veux prendre le temps, nous, on peut t'en donner nos pet peeves. C'est comme tu veux. Ou si t'en as un, tu y vas. La dernière semaine, j'essaie de réfléchir que dans ma dernière semaine. Bon, ben là, mais vendredi dernier, c'est comme un concept à Salut Bonjour. Okay. Tous les jours, normalement, il y a des chefs qui viennent faire une recette. À chaque jour, il y a une recette. Nice. Mais là, c'était le concept cet été, c'est demander aux membres de l'équipe de faire un à tour de l'autre, chacun leur tour, pardon, une recette. Donc, à chaque vendredi, c'est un membre de l'équipe qui est clairement pas un chef. Ah ouais. Et là, vendredi, c'était mon tour. OK. Donc là, je suis loin d'être un grand gastronome. Fait que là, la veille, je prépare ma recette. Je fais une genre de... Tu sais, je voulais pas voler la recette de notre chef, là, non plus. Là. Fait que là, je prends une recette de salade de choux que ma belle-sœur nous a déjà fait, qui est bonne. Puis je me dis, je vais la mettre dans des gros hot dogs comme européens, là, avec des merguez et tout. Tu sais, faire quelque chose au moins, pas juste une salade de choux. Fait que là, je prépare ça la veille chez moi. Je me dis, c'est fou. Je l'aime. C'est une chose de faire la recette. C'en est une autre aussi de la dire à la télé, d'animer, de couper des choux à la télé. Ah, parce que tu dois le faire à la télé. Ouais, c'était en direct. Là. Fait que là, live. alors, je vous présente ma recette. Non seulement, faut que tu l'expliques, faut que tu la fasses en... Fait que là, la veille, je la fais, je prends mon temps, hein. ça prend 1 heure. Est-ce que quand tu pratiques aussi à expliquer? Ben, dans ma tête, tu sais, je me dis, OK, faut que je commence par ça, je vais commencer par déléguer, blablabla. Puis là, tu sais, je visualise un peu comment ça va se passer, mes ingrédients. Ça me prend à peu près 1 heure. Là, le lendemain, j'arrive, on va avoir 6 minutes pour ta recette. Puis là, les 54 autres, je fais quoi avec, tu sais? Mais peu importe. Puis là, je fais le truc. C'est n'importe quoi, là. C'est devenu un genre de chaos, là. C'était plus... Le moment était plus savoureux que ma recette. Okay. On va dire ça comme ça. Mais j'ai dit, c'est peut-être pas un pet peeve, là, mais ça reste quand même une anecdote de la semaine. Puis là, il y avait du sirop d'érable dans ma salade de choux. J'ai dit, il faut mettre 2 cuillerées à sucre de sirop d'érable. Mais une cuillerée à sucre, ça existe pas. Ouais. C'est une cuillerée à table. Cuillère à soupe, cuillère à table, cuillère à thé. C'est pas le français, dis-nous. Eh ben, sache qu'en français, on dit une cuillère à sucre. On dit une cuillère à soupe ou une cuillère à sucre. Bah, c'est que t'es français. C'est ça. Donc, voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est ton séjour en France. C'est ça. Wow. En France, on dit, ouais. Là, j'ai beaucoup de gens à qui je dois parler au travail parce que je me suis fait éclater. Puis là, j'ai tourné comme ça. J'ai dit, oui, mais c'est du sirop d'érable à la blague. Tu sais, j'ai dit, sirop d'érable, c'est du sucre, ça a bien passé. Mais je suis content de Non, une petite cuillère, c'est une cuillère à sucre. Okay. Cuillère à sucre? C'est logique parce que tu mets un peu de sucre dans le café. Un peu de sucre et cuillère à soupe, c'est la grosse. C'est quoi, quelque chose qui m'a redonné foi en l'humanité? Ouais. Mais t'allais raconter quelque chose, ça va. Non, t'inquiète, je dis juste, nous, on a, parce que je pense en anglais, là, il y a teaspoon. Ouais. Tablespoon. C'est tout. Puis c'est ça, ouais. Fait cuillère à table puis cuillère à thé. Cuillère à table, ouais, exact. Ouais. Tu vois à quel point je devrais pas faire des recettes à la télé? Cuillère à soupe français aussi. C'est pas ma force non plus. Qui m'aurait donné foi en l'humanité. Ça peut être un petit truc qui t'a fait plaisir. Hein. On aime bien avoir des noms forts, mais... Ouais. Mais je trouve ça beau ce qui se passe aux Jeux Olympiques avec l'équipe canadienne de soccer qui ont été éclatés par la fédération, trichage, tu sais, vol à cause du drone. Ouais, du drone. Puis, tu sais, c'est des athlètes amateurs, là, éventuellement un peu professionnels, les femmes, mais tu sais, je trouve ça tellement triste parce que la plus belle chose des Jeux Olympiques, c'est de voir la culmination de 4 ans d'efforts. 3 ans, là, dans ce cas-ci, à cause de la pandémie. Là. Mais c'est une des choses qui m'émeut le plus dans la vie. Mm-hmm. Et j'écoute les Jeux Olympiques, je deviens constamment ému parce que je sais à quel point c'est l'aboutissement de trucs. Fait que je trouve ça particulier de voir ces filles-là qui ont été littéralement lancées dans la gueule du loup par une fédération. Tu sais, vous connaissez, au foot, moi je parle de ça depuis une semaine avec mon point de vue de foot où est-ce que t'as pas besoin d'aller filmer l'entraînement d'une autre équipe avec un drone. Genre, t'as des banques vidéo à la tonne. Il y a des logiciels de partage. T'as pas besoin de ça, là, tu sais. En tout cas, fait que je trouve ça beau de voir ces filles-là qui ont dit laissez faire, on va s'arranger toutes seules. T'sais, ils n'ont plus d'entraîneur. Là. Tous les coachs sont revenus au Canada, sont suspendus pendant 1 an. Elles, là, leurs jeux sont pas finis. Ont battu la France, qui est la 2e meilleure équipe française. Ils ont battu, ils ont pas fait égalité. 2-1, ils ont gagné. Ils ont marqué à les minutes ajoutées. Il y avait 13 minutes ajoutées, d'ailleurs, c'est beaucoup. À la 12e minute ajoutée, ils marquent un but pour rester en vie. Tu sais, je trouve ça beau quand une gang de filles font
Laissez-nous tranquilles. Nous, là, on va le vivre seul, notre rêve. Alors qu'à l'habitude, tout est millimétré, tout est calculé. Donc, je trouve que ça, c'est une belle leçon que même si on veut tout contrôler, tout anticiper, au final, là, quand t'as 12, 15 gars ou filles qui décident d'y aller pour un but commun, ben, tu peux même battre la France. Non, voilà. Non, vraiment, j'avais pas suivi trop. Ouais. Là, tu viens de le détailler encore plus. C'est fou ce qui se passe. Puis c'est vraiment cool. Ouais. On espère qu'on va les battre en médailles parce que ça fait des années que ça s'est pas fait, ça. Ils ont fini les derniers jeux avec 36 médailles et nous 33, ben nous 24. Après, ils sont 2 fois plus peuplés, hein. Mais bon. J'ai appris aussi votre nouveau phénomène, Léon Marchand. Léon Marchand, incroyable. C'est n'importe quoi, ce qui se passe. Il 4 fois 100 mètres nage. Et il arrivait avec 4 secondes d'avance sur tout le monde. Alors, tu sais, normalement, la nage, ça joue à des... Mais il est partout en France, là. Moi, j'avais jamais entendu son nom, puis je suis le sport. Il est sur les buildings. C'est genre la plus grande vedette en France en ce moment, là. Ben, là, surtout depuis ça, là, ça va vraiment... ça. En vrai, la grande vedette en France en ce moment, c'est Antoine Dupont. C'est qui Antoine Dupont? Le rugbyman. Ah, ok, oui, qui a marqué... Est-ce que tu peux nous expliquer ça en parlant du rugbyman? La danse, j'ai pas compris. Pourquoi il danse? Pourquoi tout le monde filme la danse? Pourquoi c'est genre, il faut que les rugbyman dansent? Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, mais c'est pas une danse comme, mettons, Maori, là, comme les All Blacks, là. Ils ont gagné et pour célébrer... Danse tango, là. C'est sur le beat de Will Smith, là. Welcome to Miami. C'est sûr, c'est un truc parce que l'équipe de rugby à 7, ils sont partis s'entraîner ensemble pendant des semaines et des semaines. Et c'est sûr, c'est des rugbyman. C'est sûr, ils ont dit, si on gagne, venez, on fait une chorégraphie, on l'apprend, on la danse. Il y avait pas un truc comme quoi, dans la préparation aux Olympiques, ils avaient ajouté justement une prof de danse parce qu'ils disaient que la danse, ben, c'est synchronisé, ça tisse des liens, puis c'est du footwork. C'est possible. Avoir vu ça. C'est possible, mais donc, c'est la danse qui aurait appris à travers ce truc-là, puis c'est les médias qui partent avec ça. En tout cas. C'est possible, mais je sais pas l'info. En tout cas, Antoine Dupont, qui a gagné le top 14, là, il y a quelques semaines. Championnat français, qui a gagné la Super Cup. On était en finale du 6 Nations, je crois, ou contre l'Afrique du Sud, je crois. On a perdu sur le field goal. Je suis pas un expert du rugby, je suis désolé. Et ouais, là, il gagne, il marque 2. Ils sont revenus de l'arrière, il a gagné la médaille d'or. Ouais. Médaille d'or olympique. Avant même que les Jeux commencent, là, les Jeux Olympiques n'ont même pas commencé. La France avait déjà... Parce que la compétition est comme avant. C'est la seule chose que j'ai pas trop aimé. On a gagné le matin même. Il y a eu la cérémonie et le matin. C'est genre, on regarde la cérémonie, je dis, OK, les Jeux Olympiques commencent. Là, je vois, il y a des médailles déjà assignées. Première heure, il y a des médailles et tout. C'est normal. Tu dois faire tellement de compétitions en genre 2 semaines que c'est fou. Mais là, c'est trop bien. Hier, j'allumais sur mon téléphone la télé française et sur chaque poste, il y a genre... escrime, j'ai regardé le volley français hier. J'espère qu'on va gagner. C'est bien de voir un peu plonger dans des sports puis d'essayer de les comprendre. Moi aussi, j'écoutais l'escrime hier puis je comprenais rien, mais j'étais bien. Ok. C'est ça. En plus, c'est beau là où ils jouent l'escrime, là, c'est au Grand Palais. Ouais, c'est vraiment beau. C'est beau la France. Certes, je peux l'avouer sur ce podcast. Oui, la France, c'est très joli. Le monde, non, c'est une blague. La France, c'est incroyable. Mais je vous rends le compliment. Merci de l'invitation. C'est gentil d'avoir pensé à moi. C'est toujours un plaisir de discuter d'un parcours, dans le fond, qui m'a amené à quelque part où je suis content d'être. Donc, c'est gentil de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. On sait que tu es très, très occupé. Puis moi, je tiens à dire, je veux le dire sur le pod, tu es une inspiration pour moi. Ton parcours, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être avoir la chance de pouvoir émuler à ma façon, bien sûr. Puis merci vraiment de nous avoir donné la chance d'en parler puis de partager notre passion commune. Je te le souhaite. C'est la moindre des choses. La seule recette, c'est le grind. Bien sûr. Faut que tu travailles plus fort que l'autre. On va continuer ça. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Quand on a eu l'idée de faire ce podcast, on a fait une liste de noms. Et puis tu étais dessus, on était en mode si on arrive à avoir CAC Note un jour, ça serait vraiment stylé. Avec Barack Obama et Ben Saint-Just. Et Antoine Griezmann. Le clip est en ligne, on n'est pas en train de mentir. Et la prochaine fois, on fait ça en France. Okay. Alors là, faut pas le dire 2 fois. Là, faut vraiment pas nous le dire 2 fois. Donc merci beaucoup. Petit milestone coché pour nous. Puis on espère que tu as apprécié l'expérience sans stress. Quant à vous, si vous avez écouté cet épisode jusque-là, commentez dans les commentaires, c'est beau la France, ça me fera plaisir. C'est une citation de toute façon. Puis on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. À bientôt. Ciao.